Bonjour et bienvenue à tous au stade Pierre-Mauroy pour les demi-finales du top 14 de la saison 2021. Et ce soir, c'est la première demi-finale. Le stade Rochelet affronte le Racing 92. On rappelle que le club francilien s'est qualifié la semaine dernière lors des barrages dans un derby chaud bouillant qu'ils ont remporté 38-21 face au stade français. Les Rochelais, eux, qui ont terminé à la deuxième place de la saison régulière cette année, ont pu éviter les barrages et donc ils sont directement qualifiés pour ces demi-finales. Donc l'enjeu ce soir il est simple pour ces deux équipes, c'est de se qualifier pour la finale du top 14 qui aura lieu vendredi prochain. Les deux équipes sont prêtes et elles affronteront le gagnant du duel demain entre l'Union Bordeaux-Bègles et Toulouse. Ce soir je suis accompagné aux commentaires de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Baptiste. Et on est aussi accompagné de Tao qui s'occupe de la technique ce soir. Alors Chloé, tu vas nous donner la composition de la première équipe, le Stade Rochelet ce soir. Oui, La Rochelle ce soir, le 15 de départ, ce sera en première ligne Reda Wardi à gauche avec Winnie Antonio à droite qui encadre Facundo Bosch, le talonneur argentin. Derrière eux, Romain Sazi, le capitaine accompagné de Will Skelton en deuxième ligne. Et en troisième ligne, on retrouve Jan Liebenberg, Grégory Aldrit et Kevin Gourdon. À la charnière, deux Néo-Zélandais, Tawera Kerbarlow et Iaya West. Aux ailes, Arthur Retière et Dylan Leeds qui encadrent les centres Jules Favre et Raymond Roule. Et enfin à l'arrière, l'ancien joueur du Racing, Brice Dulin. Alors pour les Racing Men, devant on aura Collingar, Bobigny et Gomez donc pour la première ligne en mêlée. Ensuite en deuxième ligne on aura Bernard Leroux et Bird. Ensuite on aura Palu, Classen et Diallo. Maxime Machenaud sera à l'ouverture accompagné de Finn Russell. Ensuite en ligne d'attaque on aura Dupichot, Ficou, Vakatawa et Teddy Thomas. Et enfin à l'arrière Bill. Donc les Racing Men joueront ce soir avec un maillot blanc et bleu, tandis que La Rochelle joueront en noir et jaune. Et maintenant Chloé, tu vas nous expliquer les principes de l'audio description. Oui, pour vous situer pendant ce commentaire, on va diviser le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc il y a un en-but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se joue l'action et où se trouvent les joueurs et le ballon. Et maintenant, un petit point sur les règles du rugby. Pour pas que vous soyez perdus pendant ce jeu, on vous les expliquera au fur et à mesure, mais quelques bases avec Baptiste. Oui, alors donc pour la première règle du rugby, on va rappeler que les joueurs doivent se faire des passes à la main uniquement en arrière. S'ils font des passes au pied, ça peut être en avant, mais par contre, les passes à la main, c'est uniquement en arrière. Pour les dimensions du terrain, là on est sur un terrain qui fait 100 mètres de longueur pour 70 mètres de large. Pour le principe de base du rugby, les joueurs doivent venir aplatir le ballon dans l'embut adverse. Alors il y a deux embuts adverses qui se situent aux extrémités du terrain. Et un essai vaut 6 points, 5 points et la transformation en rapporte 2 en plus. Donc un essai transformé c'est 7 points. On rappelle aussi que pour marquer, les équipes peuvent marquer des pénalités qui valent elles 3 points. Et enfin, elles peuvent aussi marquer un drop qui vaut lui aussi 3 points. Donc comme l'a dit Chloé, on répétera un petit peu ces règles de base pendant toute la durée du match. On rappelle enfin qu'un match de rugby c'est 80 minutes, 2 mi-temps 40 minutes. Et c'est l'heure pour les joueurs de rentrer sur la pelouse, Chloé. Oui, on voit des lanceurs de flammes un peu partout autour du terrain, des étincelles pendant que les joueurs entrent. La Rochelle se situe à gauche dans les zones A et B et le Racing commence à droite dans les zones C et D. On rappelle aussi ce soir qu'on joue au stade Pierre-Mauroy avec le toit ouvert. Le temps est nuageux, pour l'instant pas de pluie, les conditions de jeu sont parfaites. Et surtout l'ambiance est réunie puisqu'on a enfin du public dans le stade, Chloé. Oui, enfin du public qui peut profiter de cette demi-finale. Et oui, comme tu le disais, le temps est assez agréable. Il fait beaucoup moins chaud que cet après-midi. Il y a un peu de vent. Ce sera pas trop dur à supporter pour les joueurs, contrairement aux grosses chaleurs de cet après-midi. Et je vois que Finn Russell se prépare à taper le coup d'envoi. Il est au centre du terrain, sur la ligne des 50. Il est accompagné de l'arbitre Mathieu Rénal. Ouais, on voit effectivement aussi que les copes sont bien répartis. À notre droite, on a La Rochelle, tandis qu'à notre gauche, on a le Racing 92 et les 5000 supporters font du bruit. Oui, ils sont chauds bouillants, on voit des drapeaux partout. Le Racing avait installé des drapeaux sur les sièges à l'avance pour les supporters. Les Rochelais sont arrivés très tôt cet après-midi. Et là, ça chante déjà autour de nous avant que Finn Russell ne tape dans le ballon. Alors que j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir un petit peu, Chloé. On voit quelques gouttes de pluie tomber alors que ça y est,
Le coup d'envoi est donné par Finn Russell et c'est récupéré par les Rochelais dans leurs 22 mètres entre la zone A et la zone B. Et ça va être récupéré, ils vont pouvoir dégager, se relancer vers l'avant. C'est Brice Dulin qui tape un coup de pied qui va aller directement en touche. Ça va être joué tout de suite par les Racing Men dans la zone C. C'est récupéré par Finn Russell qui va essayer de contourner la défense, qui lâche le ballon. C'est transmis à Gaël Ficou qui est au niveau de la ligne médiane entre la zone C et la zone B. Et là on voit les Racing Men qui sont dans une phase de possession au pré et qui essayent d'écarter le jeu sur le côté. C'est Vakatawa qui a le ballon, qui essaie de s'infiltrer dans la défense en zone A. Finalement il perd le ballon au contact direct, mais c'est récupéré par un Racing Men. Machno qui écarte et premier arrêt de jeu sifflé par Mathieu Rénal. Chloé. Oui, pénalité pour La Rochelle, il y a eu un en avant du Racing, donc on va passer certainement à une mêlée. C'est une phase de jeu où les 8 joueurs de l'avant se lient les uns aux autres et vont devoir pousser l'autre équipe pour gagner du terrain. C'est le 9 qui introduit le ballon entre les deux équipes et le but du coup c'est de récupérer le ballon pour ensuite passer à la ligne d'arrière et avancer. Les joueurs sont en train de se mettre en place sur la marque de Monsieur Rénal. D'ailleurs j'en profite Chloé pour dire que sur cette phase de jeu là, cette saison les deux équipes ont plutôt été efficaces lorsque leur demi de mêlée où introduisaient le ballon, elles ont récupéré 88% des ballons d'arrière. Et par contre c'était pas une faute, c'était plutôt un en avant visiblement de Racing, puisque effectivement c'est La Rochelle qui récupère le ballon. C'est donc introduit par le numéro 9 Rochelet. Ça y est, le ballon est introduit, il va ressortir derrière de la mêlée normalement. Ça y est, il est joué dans le petit côté le long de la ligne de touche. C'est tapé à suivre pour les Rochelais, mais finalement récupéré par Finn Russell dans les 22 mètres. Il est mis sous pression par les joueurs Rochelais qui vont essayer de le pousser en touche. Et finalement non, les joueurs Rochelais, les joueurs du Racing arrivent à se réorganiser. Et finalement non, le ballon est perdu pour le Racing. C'est récupéré rapidement par les Rochelais qui vont essayer de s'infiltrer là-bas dans la zone C. Et finalement beau retour défensif de Vakatawa, il me semble, qui a réussi à stopper net cette action de La Rochelle. Oui, Raymond Roule a fait la passe à l'arbitre de touche, il n'a pas réussi à trouver son ailier pour faire la passe. Donc on est en zone C là pour l'instant. Mathieu Rénal qui a sifflé un arrêt de jeu. On ne sait pas encore quelle est la décision de Mathieu Rénal. Visiblement on se dirige vers un en avant. Le ballon a été perdu au contact sur ce plaquage du Racing. Donc le ballon est récupéré pour le Racing 92 et c'est déjà la deuxième mêlée du match. On est dans les 22 mètres de l'équipe du Racing en zone C, à peu près 5 mètres de la ligne de touche. Et donc l'introduction va être pour Maxime Machno, le numéro 9 du Racing Métro, qui va pouvoir récupérer la possession et on va essayer d'ouvrir le jeu probablement sur le grand côté avec la ligne d'attaque de feu du Racing 92. Oui, on voit que les arrières ont vraiment pris tout l'espace sur cette ligne. On a Louis Dupichot qui est complètement à son aile, à plat avec Kurt Lebil. Les autres arrières se sont mis en escalier pour pouvoir bien faire progresser le ballon vers l'arrière. Tandis que côté défense, La Rochelle, Brice Dulin a pris beaucoup d'espace, il s'est beaucoup reculé au cas où le Racing taperait pour dégager son camp. C'est une phase de jeu, Chloé, qui est souvent propice au lancement de jeu et souvent très avantageuse pour l'équipe qui introduit le ballon, puisque derrière elle a tout l'espace du terrain. Là ici on voit effectivement la position du Racing qui a tout l'espace pour lancer une attaque. La mêlée est jouée, c'est un peu confus, mais finalement une pénalité sifflée en faveur du Racing 92 sur cette mêlée qui a été écroulée semble-t-il par La Rochelle. Et donc là Maxime Machno ou Finn Russell, on va voir, vont pouvoir taper le ballon en touche. Et l'avantage c'est que comme c'est une pénale touche, ils vont récupérer juste derrière la touche. Normalement quand on met le ballon en touche, le ballon va à l'équipe adverse, mais là dans ce cas de figure on récupère la pénalité. Et c'est d'ailleurs ce qui va être le cas pour les Racing Men qui vont récupérer le ballon, qui vont bénéficier d'une touche même au niveau de la ligne médiane entre la zone C et la zone B. Tout à fait, c'est Kurt Lebil qui a tiré cette pénale touche, elle a atterri dans la zone B. Les joueurs se dirigent maintenant pour la touche, ce sont les avants qui la disputent. Le talonneur va lancer le ballon et les avants doivent soulever un des leurs pour récupérer ce ballon et ensuite écarter vers les lignes arrière ou faire un maul. Et c'est récupéré par Venceslas Loré, le Racing, qui écarte tout de suite vers les arrières. Gaël Ficou qui s'engage. Maxime Machno récupère. On a ensuite Avirimi Vakatawa qui avance. On est au niveau de la ligne médiane, juste près de la tribune sud. Et on inverse le sens. On arrive à Anthony Classen qui avance. Maxime Machno toujours qui passe à son numéro 10. On avance, on vient de dépasser la ligne médiane.
Ah, et ballon mal éjecté par Machno, mais c'est bon, il est récupéré. Et on avance du côté du Racing, il part tout seul. C'est Kurt Lebil qui avance, qui a chevauché. On s'infiltre dans la défense. Là, on est dans la zone A avec les Racing Men qui conservent le ballon. On s'approche des 22 mètres. Maxime Machno qui essaye d'organiser ses troupes. Mais finalement, on va continuer à insister au pré, à fixer les avants, à avancer petit à petit. Alors que là, c'est Finn Russell qui a le ballon, qui transmet à Classen. On continue d'avancer et d'être dans la progression du côté des Racing Men. On est maintenant en zone B, toujours aux abords de la surface aux abords des 22 mètres. Là, un petit coup de pied à suivre par Finn Russell. Et le ballon a été perdu par les Racing Men sur cette action-là. Les Rochelais récupèrent le ballon dans leurs 22 mètres. Ils sont en zone B et ils vont essayer maintenant de se dégager, probablement en essayant de taper un coup de pied. Alors qu'une pénalité est sifflée en faveur du Racing 92 sur cette action. Et donc très belle pénalité récupérée sur cette phase de jeu dans les 22 mètres de l'équipe de La Rochelle en zone B. On va voir ce que fait Maxime Machno. Il se dirige vers le ballon. Est-ce qu'il va prendre les points ou est-ce qu'ils vont taper en touche? La décision à venir dans quelques secondes. Ils hésitent. On voit qu'ils consultent Finn Russell pour savoir ce qui se passe. Et finalement, ils vont prendre les points. Et donc là, Chloé, tu vas nous expliquer ce qui va se passer maintenant. Oui, alors Maxime Machno, qui est le buteur de cette équipe, il va se placer à l'endroit où a été sifflée la pénalité. Et son but, ça va être de tirer au pied le ballon entre les deux perches qui se situent au milieu de la ligne d'en but. S'il y parvient, son équipe gagne 3 points et on reviendra à un coup d'envoi au milieu du terrain. Et s'il n'y parvient pas, ce sera un renvoi au 22 si je ne me trompe pas. Donc là, il se prépare, il vient de poser le ballon sur le tee. Il est en zone B au niveau de la ligne la ligne des 22, oui, tout à fait. Il se concentre. Alors l'habitude, normalement, c'est de faire le silence dans le stade. Quand le buteur se prépare, c'est pas trop respecté pour ce soir. Il est un petit peu décalé sur le côté. Il s'élance pour frapper, il tire. Et ça passe. C'est 3 points pour le Racing qui ouvre donc le score dans cette demi-finale. On joue depuis 8 minutes, un peu plus de 8 minutes. Et c'est donc Maxime Machno qui permet à son équipe de marquer les premiers points et de prendre les devants. Alors que les Rochelais vont venir se positionner au niveau de la ligne médiane pour relancer le jeu. Et en tout cas, c'est le Racing Métro qui ouvre le score. Je ne vais pas dire contre toute attente, mais c'est plutôt La Rochelle qui est favori dans cette demi-finale, puisqu'on rappelle que c'est quand même eux qui ont fini deuxième de saison régulière, et c'est aussi eux d'ailleurs qui ont disputé la finale de Coupe d'Europe face à Toulouse il y a à peine quelques semaines. Donc c'est parti, ça va être relancé par l'équipe de La Rochelle avec un coup d'envoi, et c'est rendu tout de suite au Racing 92 qui récupère en zone C avec Anthony Classen dans ses 22 mètres. Violemment renvoyé dans son camp. Plaquage très offensif de la part de La Rochelle, la meilleure défense de ce championnat. Et on continue d'écarter vers les arrières. Petit coup de pied vers la zone D et récupéré par Louis Dupichot, mais tout de suite en touche. Effectivement, hein, sur cette touche, on a vu une action qu'on pourrait revoir souvent dans cette partie. C'est effectivement Finn Russell qui joue au pied alors que la touche a été disputée rapidement, mais finalement non, c'était pas dans les règles à juger l'arbitre Monsieur Rénal. On peut rappeler effectivement sur cette action, Chloé, ça nous permet de rappeler que les joueurs de rugby ont le droit de disputer une touche rapidement, c'est-à-dire de ne pas disputer un alignement complet comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais juste de faire une passe en arrière, évidemment en respectant la règle, depuis la ligne de touche. Et là, un joueur de La Rochelle a essayé de le faire, mais finalement, on partira sur une mêlée classique en zone D, à aller peut-être 3-4 mètres de la ligne des 22 mètres dans le but, donc dans le camp donc du Racing 92. Et c'est une mêlée, c'est une touche en tout cas en faveur de La Rochelle. Oui, elle est lancée par Facundo Bosch et rapidement captée. Grégory Aldric qui éjecte vers la ligne d'arrière. On avance doucement, on construit le jeu. Mais Iaya West n'a pas pu éjecter ce ballon, il a tout de suite été plaqué. C'est maintenant Kevin Gourdon qui a le ballon. Il se fait plaquer. Iaya West encore, on construit avec les avants, on avance doucement. On se trouve maintenant dans la zone C du terrain. Et les rucks sont violemment disputés par le Racing qui veut récupérer ce ballon. Et Carbarlo qui tente le drop. Et ça passe. Alors ça nous permet de rappeler ce qu'est un drop, mais sur cette action finalement Mathieu Rénal n'a pas l'air de valider le drop. Alors soit il n'est pas passé, soit il a jugé qu'il y avait une faute avant. On peut regarder le ralenti et non le drop n'est pas passé. On rappelle, ça nous permet de rappeler effectivement une règle
du rugby. Le drop, c'est un coup de pied qu'on peut tirer entre les perches. Il faut juste que le ballon ait rebondi avant et ça fait 3 points pour l'équipe qui réussit à marquer. Alors que là, Brice Dula a tapé un coup de pied à suivre. Oh, il le récupère. Encore une chandelle. Il récupère le ballon en zone D. C'est sa spécialité, ça, c'est Dulin, les exactement chandelles. sa Il les spécialité. récupère tout le temps. Et il a récupéré le ballon en zone D, ce qui a permis d'écarter le jeu sur l'aile là-bas en zone C. Et finalement, le ballon est allé trop loin en touche. Et c'est donc une balle qui va être récupérée par les Racing Men, à moins que effectivement Mathieu Reynal qui lève le bras, une pénalité sifflée en faveur de La Rochelle sur un hors-jeu du Racing 92. Mais effectivement, comme tu le disais Chloé, on a vu une des spécialités de Brice Dulin là. Incroyable. Alors la chandelle, pour ceux qui nous écoutent, c'est un coup de pied lancé très haut et seuls les joueurs derrière celui qui l'a lancé peuvent courir pour aller le récupérer. Et Brice Dulin, il est excellent là-dessus, c'est une de ses spécialités, il le fait à chaque match. C'était un des gros atouts de l'équipe de France quand il en faisait partie aux dernières compétitions. Et là, encore une fois, ça n'a pas manqué, il a récupéré son propre coup de pied. Et on voit que Iaya West va tenter la pénalité. On se trouve en zone D, juste un peu avant la ligne des 22 mètres. Il installe le tee pour tirer vers les poteaux. Là, c'est vraiment un duel de buteurs pour l'instant qui s'engage entre West et Machenaud. Il a l'occasion de revenir à 3 partout. Hein. La pénalité pour lui, a priori, elle est dans ses cordes, elle est plutôt facile hein, puisqu'il est en zone D. Il est juste un petit peu avant les 22 mètres, donc à une trentaine de mètres des buts du Racing 92. Et pareil, comme avant, on va essayer de respecter le silence pour le buteur, même si des supporters du Racing essayent de perturber la concentration de West. Mais en tout cas, il respecte son habitude. Il s'élance pour frapper. Et la Ça pénalité passe. Ça recolle donc à 3 partout, Chloé. C'est un peu ce qui se passe souvent lors des matchs à gros enjeux comme les demi-finales et les finales. On voit beaucoup de pénalités. Les joueurs ne veulent pas manquer une occasion de marquer des points. Donc quand on est près des poteaux et bien placé, généralement, on essaie la pénalité pour ne pas risquer de reperdre le ballon. Et même si un essai, ça rapporterait plus de points, c'est plus stratégique de prendre les pénalités. Alors qu'on joue depuis un petit peu plus de 12 minutes. Et c'est Finn Russell qui donc, comme précédemment, relance son équipe avec un coup de pied qui est tout de suite capté par La Rochelle au niveau de la ligne des 22 mètres, pile entre la zone A et la zone B, et c'est éjecté derrière pour que Brice Dulin, avec son long jeu au pied, puisse ramener le ballon, en tout cas envoyer le ballon loin devant, qui va atterrir dans les 22 mètres, en tout cas à l'entrée des 22 mètres de l'équipe adverse, et Finn Russell va relancer la main, alors que non, il y avait un hors-jeu sifflé par Mathieu Reynal, et ce qui va permettre donc au Racing 92 eh bien, de récupérer le ballon finalement quasiment à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de La Rochelle. Et cette fois-ci, Maxime Machenaud, que va-t-il choisir, Chloé ? Alors là, il pourrait encore une fois choisir la pénalité pour s'assurer les 3 points. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Comme je vous le disais, on risque d'assister à un long échange de pénalités pour être sûr de garder les points. Là, effectivement, sur cette action, il y avait un hors-jeu. Donc on peut expliquer le hors-jeu. C'est-à-dire que quand un joueur tape un coup de pied, là, comme Brice Dulin l'a fait, eh bien, si des joueurs se trouvaient devant lui ou sont partis avant qu'il ait tapé le coup de pied, il y a hors-jeu. Et donc sur ce hors-jeu, c'est une pénalité récupérée pour Maxime Machenaud, une pénalité dans la zone A quelques mètres avant les 22 mètres. Donc il est à 25 mètres des buts, une pénalité plutôt facile pour lui. Oui, il n'est pas très excentré, ça devrait marcher. Et ça marche, pile entre les poteaux. Ça passe 6-3, et bien La Rochelle qui n'est pas resté à égalité très longtemps hein. On voit le Racing 92 qui repasse tout de suite devant grâce à Maxime Machenaud. On joue depuis 14 minutes et déjà 6 points pour le Racing. Pour l'instant, on n'a pas vu d'action dangereuse encore, en tout cas pas d'essai ni même d'occasion d'essai véritablement franche. Et c'est West qui relance son équipe depuis la ligne médiane, récupéré en zone C par Anthony Classen. Oui, le Racing qui tape, qui essaie d'avancer, mais il est fort refoulé par La Rochelle. Maxime Machenaud qui construit avec Venceslas Lauré qui avance, plaqué tout de suite. Machenaud toujours, qui passe à ses arrières. Et le coup de pied de Finn Russell, une chandelle, qui avance un peu dans la zone D. Récupéré par le Racing. Gaël Ficou, Finn Russell qui retape au coup de pied et ça arrive dans la zone B. Il n'y avait personne en couverture et ça sort en touche. C'est une magnifique touche trouvée par l'ouvreur. Et à La Rochelle, on a essayé de la jouer rapidement. C'est fait, c'est joué rapidement. Hein. Brice Dulin qui récupère le ballon, qui est entre la zone A et la zone B, qui a franchi sa ligne de 22 mètres, qui peut transmettre derrière
On continue de construire au pré. Les Rochelais qui vont essayer de relancer depuis leur camp la main, même si là ils prennent un peu de temps au pré. Hein, c'est des phases de ruck où on vient en plaquage, on essaie de conserver parce qu'on est à plusieurs joueurs, on forme un ruck. Et ça permet sur ces phases-là de ralentir un petit peu le jeu, d'organiser, de replacer l'attaque. Et là c'est Brice Dulin qui récupère dans ses 22 mètres. Et c'est finalement relancé par La Rochelle. On relance à la main, on franchit la ligne d'avantage. On est dans zone B toujours. La Rochelle qui continue à conserver, qui balaye la largeur du terrain. On continue à faire des rucks, à organiser. On essaye de relancer proprement ici avec les joueurs de La Rochelle qui continuent à essayer de progresser, même si pour l'instant la défense du Racing tient bon. Les deux défenses tiennent bon. Dulin qui tape un long coup de pied depuis sa zone, qui va arriver dans la zone C. Dans les bras d'un joueur du Racing qui relance lui tout de suite à la main. Et dans là le les petit cannes, et il côté. passe à Teddy Thomas qui court vite et qui est vite. Et il casse deux plaquages et c'est tout de suite repassé. On est revenu directement en zone B avec le Racing, mais une pénalité est sifflée à l'avantage de La Rochelle. Effectivement, hein, sur cette action de jeu, Brice Dulin qui avait rendu, hein, c'est ce qu'on appelle du coup de pied d'occupation. Des fois on cède le ballon à l'adversaire, c'est-à-dire qu'on fait un long coup de pied de dégagement, comme vient de le faire Brice Dulin, pour essayer d'occuper le camp adverse et sortir de son propre camp. Mais en même temps on s'expose à une relance de l'équipe adverse qui peut effectivement revenir dans le camp, et c'est ce qui s'est passé. Et donc là on va assister à une mêlée entre les deux équipes, alors que là on a un petit temps de jeu qui permet aux soigneurs de rentrer sur le terrain, d'apporter à boire pour tout le monde. C'est aussi des temps morts dans le rugby qui permettent aux joueurs de récupérer, parce que c'est vrai qu'avec tous ces contacts, c'est forcément des phases de jeu qui sont très physiques, et donc les joueurs ont besoin de récupérer. Oui, malgré de nombreuses pénalités tirées, on a quand même vu des gros moments de jeu, des défenses très intenses qui tapent fort, qui font des plaquages offensifs. Un plaquage offensif, c'est un plaquage qui ramène l'adversaire dans son camp. C'est donc la défense qui gagne du terrain. On en a vu beaucoup pour l'instant, beaucoup d'Europe âprement disputés. Donc oui, même si pour l'instant il n'y a pas d'essai, c'est un match très intense. Et là, les joueurs sont hydratés. On va pouvoir commencer la mêlée en faveur de La Rochelle. Introduction Tawera Kerbarlo. Il faut rappeler qu'on parlait justement de défense, que La Rochelle est quand même la meilleure défense du top 14 cette saison. Donc pour le Racing, la tâche est lourde de venir marquer un essai ce soir. Et la mêlée s'écroule rapidement du côté du Racing. La Rochelle gagne beaucoup de terrain. Pénalité en faveur de La Rochelle. C'est éjecté rapidement par Yaya West. On passe aux arrières. Raymond Roule qui récupère le ballon, qui navigue dans la défense, mais qui se fait plaquer rapidement. 4 joueurs sur lui. Et on revient à la pénalité, car ça n'a pas profité à La Rochelle. Alors La Rochelle a gagné beaucoup de terrain sur la mêlée. Ils ont pu avancer. Donc ils sont récompensés. Pénalité en faveur de La Rochelle. Que vont choisir les joueurs? Pénal touche même peut-être pour eux, puisque pourraient gagner du terrain. En tout cas, là on voit que c'est West qui a le ballon en main. C'est lui qui va taper. Il a l'air de se diriger plutôt vers la pénal touche. Oui. Bon, on est en zone B, on est entre les 50 et les 22 mètres, ça fait un peu loin pour tirer une pénalité. Donc effectivement, il va préférer la touche pour se rapprocher de l'en-but. Et la touche est trouvée. Là, on est maintenant en zone C. On est entre la ligne des 22 mètres et la ligne des 40 mètres. Donc on peut voir que dans une moitié de terrain de rugby, il y a 3 lignes importantes. La ligne des 40 mètres, donc, qui se situe à 10 mètres à peine de la ligne médiane. Ensuite la ligne des 22 mètres. Et enfin la ligne des 5 mètres. Petit à petit on se rapproche de l'en-but. Et donc là, pour vous situer, on est entre la ligne des 40 mètres et la ligne des 22 mètres. Et c'est une touche pour La Rochelle qui est jouée. Ah non, il y avait un problème dans l'alignement visiblement, puisqu'une oui, touche. Coup franc pour La Rochelle. Ouais, effectivement, une pénalité. Et là, que va demander La Rochelle sur cette pénalité? On voit plusieurs pénalités. Une mêlée. Une mêlée. Pourquoi une mêlée? Peut-être parce qu'on a vu juste avant, Chloé, que La Rochelle était plutôt dominateur sur les mêlées là, depuis ce début de match. Et c'est peut-être aussi un défi que la première ligne de La Rochelle veut imposer aux Racing Men, pour leur montrer effectivement qu'ils sont bien là en mêlée. Et ils pourraient peut-être même à l'issue de cette mêlée récupérer une nouvelle pénalité pour se rapprocher encore un petit peu plus de la zone d'en-but. Alors que là on voit, enfin surtout on entend les supporters qui donnent un peu de la voix sur ce début de rencontre. Ah, ils savent qu'ils peuvent faire la différence là-dessus, et c'est Yaya West qui met le ballon dans la mêlée. Kerbarlo, pardon, le numéro 9. Et on n'a pas gagné de terrain, mais Aldrit a récupéré le ballon et on passe rapidement aux arrières, ça joue vite. On avance, on gagne du terrain. On se retrouve maintenant derrière la ligne des 22 en zone C. Et ça continue. On tape. Effectivement, là, une zone de ruck pour l'instant. Il y a un avantage en cours pour les Rochelais. C'est la première fois qu'ils se rapprochent aussi vite, alors que West tape un coup de pied à suivre.
Et finalement ça va directement en touche. sortie. C'était bien tenté. On voit que il voulait trouver Leeds sur ce coup de pied à suivre. On était dans la zone D pour West qui avait essayé de faire une passe au pied, ce qui permet quand on fait une passe au pied de faire une passe en avant et de gagner rapidement du terrain. Mais puisqu'ils avaient l'avantage en cours sifflé par Mathieu Reynal, si l'action n'aboutit pas, dans ce cas là, une fois qu'il y a un avantage en cours, on revient à la pénalité. Et donc La Rochelle conserve l'avantage sur cette phase de jeu. Et donc là ils vont pouvoir récupérer une pénalité facile. Alors on va voir ce qu'ils choisissent. Est-ce qu'ils choisissent une mêlée? Est-ce qu'ils vont choisir les 3 points pour recoller au score? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Effectivement, il choisit les poteaux, il y a West. Oui, là on voit que les lignes d'arrière et les avants retournent de leur côté du terrain, donc c'était clairement parti pour une pénalité. On est entre les 40 et les 22 en zone C, pas du tout excentré, presque face au poteau. Donc là c'est totalement à la portée d'Iyaya West qui est un excellent buteur. A priori on devrait recoller à 6 partout. On peut rappeler aussi sur cette phase de pénalité ou alors même de transformation après un essai que le buteur a toujours 1 minute entre le moment où la pénalité a été sifflée et le moment où il doit tirer la pénalité pour pas que ça prenne trop de temps. Là par exemple on voit sur le décompte qu'il reste 20 secondes à West pour tirer sa pénalité, le temps qu'il se prépare. Mais vu qu'il n'est pas loin, il ne mettra a priori moins de temps peut-être pour se préparer. Et donc c'est fait, il tire, c'est dedans, c'est entre les perches et donc c'est 6 partout après 21 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy entre La Rochelle et le Racing 92. Pour l'instant difficile de dégager un favori, en tout cas une domination dans ce match, Chloé, entre les deux équipes. Oui, pour l'instant on se rend coup pour coup dans les deux équipes, une pénalité répond à une autre. On voit en plus que les deux défenses sont en forme ce soir. Donc c'est pour l'instant très équilibré. Et le coup d'envoi récupéré par La Rochelle en zone A, entre la zone A et la zone B. Pour l'instant effectivement, comme tu le disais, les plaquages sont assurés. On a du mal à franchir la ligne d'avantage, en tout cas la ligne défensive adverse d'un côté comme de l'autre. Et là c'est La Rochelle qui va essayer de sortir de son camp avec le pied de Brice Dulin. Encore une fois qui tape loin devant, mais c'est récupéré par les arrières du Racing qui vont pouvoir relancer depuis leur moitié de terrain. On essaye de produire du jeu, on est entre la zone D et la zone A. Et pour l'instant le Racing 92 qui a du mal à franchir la ligne d'avantage. Mais Maxime Macheneau va relancer ici. Finn Russell qui lance vers ses arrières, vers Thomas, vers Ficou maintenant qui franchit la ligne d'avantage, qui passe au contact derrière. C'était pour Classen et finalement il a mal ajusté son coup de pied à suivre. Et c'est même La Rochelle en zone B qui va récupérer une pénalité, Chloé. Oui, il y a eu un petit cafouillage entre les passes du Racing, il y a eu un en avant d'Anthony Classen, donc c'est une mêlée à l'avantage de La Rochelle qui vient d'être sifflée et on s'accroche un petit peu sur le terrain. A priori c'est plutôt pour un ballon gardé au sol que l'arbitre a sifflé pénalité. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est plaqué en rugby, il faut qu'on libère le ballon. Et c'est donc pour cette raison que l'arbitre a sifflé pénalité. On ne peut pas, une fois qu'on a été plaqué, conserver le ballon, on doit le libérer. Et là, Anthony Classen a conservé le ballon. Et c'est donc pour ça qu'il y a une pénalité pour La Rochelle, qui choisit la pénale touche, comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'est tapé en touche dans le camp du Racing 92. Et donc une pénalité, une touche à suivre pour La Rochelle en zone C, entre les 22 mètres et les 40 mètres de l'équipe du Racing 92. Oui, on est à peu près au même endroit que tout à l'heure. C'était une touche qui avait assez bien profité à La Rochelle. On va voir si cette fois-ci ça marche aussi. Lancé de Facundo Bosch pour sa ligne d'avant. Et c'est récupéré par Kevin Gourdon. Et on a l'air de se diriger vers un môle. Les deux équipes, les deux packs d'avant qui s'affrontent, un peu comme une mêlée. Ça avance beaucoup du côté de La Rochelle. Et le ballon est sorti. Effectivement, ça continue de progresser. On est aux abords de la ligne des 22 mètres pour l'instant, alors que le ballon a été arraché, mais ça continue de jouer comme l'indique Mathieu Reynal. Et ça continue. Là, on voit que pour l'instant, Winnie Antonio a réussi à percer. On se rapproche, on n'a jamais été aussi proche. Pour l'instant, on est en zone D. iOS qui libère son ballon. On essaie de partir au large. Pour l'instant, on se rapproche de plus en plus avec Leeds qui est à presque 5 mètres de la ligne d'en but, toujours en zone D. On repart de l'autre côté, on va essayer d'inverser, de balayer le terrain. On continue d'avancer au pré. La pression se fait de plus en plus intense. Avantage en cours pour les Rochelais qui vont essayer de le jouer à fond. On est ici toujours aux abords des 5 mètres
alors que West, on écarte au large. On va essayer d'aller là-bas en zone C, chercher les arrières. On se replace, il y a de l'espace. Dulin, le ballon en main qui va décaler sur la ligne de touche. On est toujours à 5 mètres, c'est très très chaud là. Oui, là on est très proche de la ligne d'en but. On voit que les Rochelais se replacent rapidement. Et là on va construire avec les avants après une phase de jeu avec les arrières. Là on va faire taper les avants dans la ligne de défense. On retourne vers la zone D. Et on a du mal à gagner ces quelques mètres qui manquent vers la ligne d'en but. On repart dans l'autre sens. On gagne quelques mètres. West. Et oui, l'intervalle pris. Ah, on est à 1 mètre de la ligne d'en but maintenant du côté de La Rochelle. On est tout près des poteaux. Et le ballon récupéré par le Racing. Je pense qu'il y a une pénalité. Ouais, on revient à la pénalité. Il y avait avantage en cours pour les Rochelais. Et donc là, ça siffle beaucoup. Alors pour l'instant, ce que nous dit Mathieu Rénal sur cette phase de jeu, pénalité, car a priori le plaqueur, donc celui qui a plaqué un Rochelais, le défenseur du Racing, est obligé de sortir de la zone. Une fois qu'on a plaqué, il faut qu'on libère et qu'on sorte de la zone. Et donc là apparemment c'est une faute qui a été commise par un Racingman, alors qu'on voit c'est Classen qui sort du terrain en sang, qui va en profiter pour se faire soigner. Pendant ce temps-là il va être remplacé. Mais sur cette action c'était très chaud, peut-être l'action la plus chaude du match pour l'instant, Chloé. Ah oui, là on était vraiment très très proche de la ligne, on était à 1 mètre et on a vu que les supporters rochelais râlaient quand on est revenu à l'avantage, à la pénalité. Je pense que certains auraient aimé un essai de pénalité, c'est-à-dire que quand une équipe empêche l'autre de marquer de façon, disons, déloyale, hors des règles, l'arbitre peut décider d'accorder un essai de pénalité à l'équipe qui était tout proche de l'en-but. Alors que là, comme je vous le disais, on a vu Classen qui est sorti sur saignement, donc c'est Loré qui vient le remplacer pendant qu'il se fait soigner, alors que pour l'instant les deux équipes peuvent récupérer un petit peu sur cet arrêt de jeu, même si les Rochelais continuent de siffler, car pour l'instant il y a peut-être un arbitrage vidéo qui serait en cours. On voit des ralentis qui défilent sur l'écran du stade, mais pour l'instant c'est surtout la pénalité qui va être tirée par les Rochelais. West se dirige vers l'endroit de la pénalité. Et alors il n'a pas encore pris sa décision. Va-t-il pour une fois changer, la taper en touche pour essayer de marquer plus que 3 points? Difficile, il hésite, mais les arrières se dirigent vers leur zone. Et donc effectivement on va encore prendre les 3 points du côté de La Rochelle. Et une possibilité pour la première fois du match de passer devant le Racing, Chloé. Oui, là on joue la sûreté encore une fois, on était proche de l'en-but, ça n'a pas fonctionné, donc on va s'assurer les 3 points pour prendre un tout petit peu d'avance sur le Racing. C'est peut-être ces points qui feront la différence à la fin. Et on sait que s'il nous manque quelques points à la fin et qu'on n'a pas tiré certaines pénalités et qu'on a beaucoup échoué près de l'en-but, c'est quelque chose qu'on regrette. Effectivement, là c'est pour l'instant un duel de buteurs. On n'a pas encore d'occasion d'essai, même si là vraiment les Rochelais étaient tout proches d'inscrire le premier essai de ce match. Yaya West se prépare, il est en zone D, juste derrière la ligne des 22 mètres, légèrement à la droite des poteaux, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Allez, la pénalité qui est tapée et ça va passer encore une fois entre les poteaux. Et pour la première fois du match, comme on vous le disait, La Rochelle va passer devant sur le score de 9-6 alors qu'on joue depuis 27 minutes de jeu. Et pour la première fois, les Rochelais passent devant. Ils ont même plus que ça marqué leur territoire. Pour l'instant, ils occupent même le territoire, en tout cas la moitié de terrain du Racing 92. On sait même que La Rochelle est l'équipe qui occupe le plus le terrain adverse. Alors que là, c'est Finn Russell qui a relancé le ballon qui est capté par les Rochelais en zone B dans leur propre 22 mètres et qui vont essayer de construire pour probablement se dégager de leur camp, peut-être encore une fois avec le pied de Brice Dulin. En tout cas on essaie de progresser, de franchir la ligne d'avantage, ce qui est bien fait du côté de La Rochelle. Ils sont ressortis de leurs 22 mètres et finalement non, ils vont essayer de continuer au pied, de relancer, et c'est même bien fait puisque ça repousse les joueurs du Racing dans leur propre 22 mètres qui vont eux-mêmes essayer de relancer à la main, alors que c'est Finn Russell qui a le ballon en main et qui essaie de franchir la ligne d'avantage, Chloé. Oui, mais il est tout seul là, il a du mal à passer le ballon. Les Racingmen courent rapidement de leur côté pour pouvoir se replacer. Machno qui fait la passe à Russell, qui essaie de se dégager, mais c'est contré. Et La Rochelle va peut-être récupérer ce ballon. Non, c'est bon, c'est capté par les Racingmen qui se replacent. Et on siffle une pénalité en faveur de La Rochelle du côté de Monsieur Rénal. On se situe en zone C.
pour les Rochelais qui vont récupérer le ballon dans une zone du terrain très intéressante, hein, puisqu'ils sont à l'entrée des 22 mètres. On sait qu'à chaque fois qu'une équipe pénètre dans les 22 mètres adverses, c'est souvent une occasion, en tout cas derrière une belle opportunité de marquer un essai, en tout cas de se rapprocher des poteaux. A priori on va se diriger même vers une mêlée, puisque c'était sur cette action contrée, un en avant a priori du Racing, et qui va donc offrir une belle mêlée juste à l'entrée des 22 mètres, presque entre la zone C et la zone D, pour La Rochelle, qui va essayer une nouvelle fois sur cette occasion de se rapprocher et peut-être d'enfin inscrire le premier essai du match. Oui, introduction pour Tawera Carbarlo. On voit qu'il y a 2 arrières dans la zone C et 4 dans la zone D. On imagine qu'ils vont se diriger vers la zone D. Alors que avec Yaya West en hein. position. Et on part finalement vers la zone C. Et le petit coup de pied qui va atterrir pile dans les mains de l'ailier qui avance et qui aplatit l'essai, il me semble. Alors l'arbitre Mathieu Reynal a sifflé essai, hein. Il ne fait pas recours à la vidéo a priori. Et c'est un essai d'Arthur Retière, le premier essai de ce match. Effectivement, sur cette action, hein, comme tu disais Chloé, à l'issue d'une mêlée, encore une fois La Rochelle qui a fait la différence sur cette mêlée, bien éjectée par Carbarlo, qui a tout de suite eu la lucidité de taper un coup de pied à suivre pour Retière, et donc c'est lui qui vient aplatir le premier essai de cette rencontre en coin, juste derrière l'embut en zone C. Et donc maintenant West va avoir la possibilité d'ajouter 2 points supplémentaires pour porter un petit peu plus l'avance de l'équipe de La Rochelle, Chloé. Oui, alors là, pour la transformation, le buteur doit se placer dans l'alignement du point où a été marqué l'essai dans l'embut. Donc là, il se trouve en zone D, un peu derrière la ligne des 22 mètres, et il doit maintenant transformer, c'est-à-dire passer le ballon entre les perches pour gagner 2 points supplémentaires. Et on entend les supporters rochelais qui sont fiers que leur équipe ait marqué le premier essai de ce match. Effectivement, sur cette action, on a vu toute l'intelligence des joueurs de La Rochelle pour aller se placer aux avants et pour en tout cas être disponible pour un coup de pied à suivre. Et l'action était parfaitement réalisée, hein. On avait senti dans les dernières minutes que c'était déjà chaud pour l'équipe du Racing 92 qui subissait déjà les assauts de La Rochelle, mais cette fois-ci n'ont pas résisté, ça a craqué alors que West s'élance pour la transformation et ça passe. Une belle transformation en coin à 35 mètres des poteaux tirés depuis la zone C, et cette transformation permet à La Rochelle de mener 16-6 alors qu'on joue depuis un tout petit peu plus d'une demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, c'est Finn Russell qui s'apprête à tirer le coup d'envoi et il ne tarde pas, il l'envoie vers la zone B. C'est récupéré par Raymond Roule de La Rochelle. Effectivement, là on va encore récupérer le ballon du côté de La Rochelle et voir une phase de jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois dans leur 22 mètres ou juste à l'entrée de leur 22 mètres. Le ballon va être éjecté dans les mains de Brice Dulin qui tape un long coup de pied en plein centre du terrain, qui va être récupéré par la défense du Racing, qui va essayer de se relancer à la main. On arrive lancé dans la défense alors que là c'est Watakawa qui va essayer de percer la défense. C'est fait, il mobilise 3 défenseurs, il crée un premier point de fixation dans les 40 mètres en zone A et c'est récupéré tout de suite derrière par Machno qui éjecte, qui va écarter vers Finn Russell. On essaie de continuer d'attaquer la ligne d'avantage avec les Racingmen qui vont essayer de se relancer dans ce match. On est basculé dans la zone B. C'est maintenant Ficou qui a le ballon en main, mais il ne parvient pas à se défaire de cette défense de La Rochelle qui tient bon et qui pour l'instant même a fait reculer presque le Racing 92 jusqu'à la ligne médiane. Et Machno continue de faire balayer le terrain à son équipe, alors que là c'est Katawa qui est le long de la ligne de touche en zone A, qui essaie de progresser, mais il va être poussé en touche. Et oui, touche en faveur de La Rochelle sur cette très belle phase défensive des joueurs jaunes et noirs. Et pourtant, il l'avait presque évité cette touche. On voyait qu'il essayait de ne pas y entrer, mais il a juste fait dépasser l'épaule. Et donc, c'est une belle touche pour La Rochelle. Entre leurs 22 et leurs 40 mètres, on se trouve en zone A. Les Racingmen ont montré là qu'ils étaient prêts, qu'ils voulaient avancer. On les a vus balayer le terrain plusieurs fois, de gauche à droite. On a fait travailler les avants, les arrières. D'ailleurs, on voit qu'ils sont un peu essoufflés. Là, ils se replacent tout doucement. Mais ça va être une touche en faveur de La Rochelle, lancée par Facundo Bosch. Et effectivement, hein, cette phase nous a bien montré pourquoi La Rochelle est la meilleure défense cette saison, hein. Très difficile de franchir la ligne d'avantage, les plaquages sont réussis.
Et là, les joueurs du Racing sont même repoussés dans leurs 22 mètres sur ce long dégagement de La Rochelle. Ils sont dans la zone D et eux-mêmes envoient un long ballon au pied vers la zone A, qui est aussitôt récupéré par Brice Dulin, qui essaie de relancer au pied, mais non, l'arbitre estime que le ballon était sorti des limites du terrain. Et non, alors non, il fait le signe de la mêlée, donc c'était plutôt un en avant commis par un joueur de La Rochelle, et donc une mêlée récupérée pour le Racing en zone A. Oui, c'est le joueur de La Rochelle qui a voulu récupérer ce ballon qui a été dégagé par le Racing, mais il a commis un en avant. Donc on se trouve une mêlée dans la zone A, à l'endroit où il a tapé en avant le ballon, en faveur du Racing bien sûr. Effectivement, là sur cette action, une belle opportunité pour les coéquipiers de Maxime Macheneau de se relancer dans ce match, hein. Eux qui après 34 minutes de jeu ont maintenant 10 points de retard, et juste avant la mi-temps, on le rappelle, hein, la mi-temps à 40 minutes, les mi-temps font 40 minutes au rugby, et donc pour le Racing ce serait peut-être bien d'inscrire au moins quelques points, sinon un essai, avant de rentrer au vestiaire, et Maxime Macheneau va pouvoir introduire en mêlée et à toute la largeur du terrain ensuite, de la gauche vers la droite, en tout cas de la zone A vers la zone B. Oui, on a vu Anthony Classen, le numéro 8 du Racing, qui est revenu sur le terrain. Sa tête est bandée, le saignement est stoppé. Donc Venceslas Lauré est retourné sur le banc. C'est Anthony Classen en 8 pour cette mêlée. Introduction de Maxime Macheneau. Et la mêlée s'écroule, pénalité pour le Racing. C'est un pilier Rochelet qui a fait s'écrouler la mêlée. Il l'a tiré vers le bas, il a tiré son vis-à-vis vers le bas. C'est donc le Racing qui récupère un coup franc. On voit Maxime Macheneau qui hésite sur la décision à prendre. Il consulte ses avants. Effectivement, hein, maintenant qu'il y a 10 points de retard, peut-être qu'ils vont choisir autre chose que les points. Et en tout cas, on se dirige plutôt vers une pénale touche, Chloé, sur cette action. Oui, Maxime Macheneau a passé le ballon à Kurt Léville qui s'apprête à tirer la pénale touche. On est en zone A. Et on récupère la touche entre les 40 et les 22 dans la zone A. Donc on n'est pas trop mal au niveau de la situation. On va avoir une belle touche pas trop loin de l'embut, ce qui va permettre au Racing de construire une action s'ils veulent aller marquer un essai. On voit les arrières qui s'apprêtent à prendre toute la largeur du terrain. Donc on peut soit envisager un maul avec les avants pour avancer près de la ligne d'embut, ou écarter rapidement vers les arrières. Et la touche est jouée. Ce sont les avants qui récupèrent. Et on indique du côté de La Rochelle une touche pas droite, et c'est sifflé par Mathieu Rénal. Ou est-ce un en avant? Et ça se chauffe un peu entre les avants. On rappelle, hein, puisque tu parlais de touche pas droite, qu'effectivement quand une touche est effectuée par une équipe, il faut que le talonneur envoie le ballon pile entre les deux alignements. Mais là, le coup de sifflet de Mathieu Rénal intervient plutôt pour un en avant du côté du Racing, puisque ce sera une mêlée. Et c'est plutôt une belle munition gâchée là par le Racing, oui, qui va devoir rendre le ballon à l'adversaire, alors qu'ils étaient dans les 22 mètres. On est en zone A toujours du côté de la situation de jeu, et pour l'instant les Racing Men qui éprouvent toutes les difficultés à se rapprocher de l'embut adverse. On ne les a même pas vus avoir une seule occasion d'essai, donc pour l'instant un petit peu compliqué pour les Racing Men de faire valoir leur puissance offensive, hein. On sait qu'ils ont une attaque de feu avec Finn Russell, avec Vakatawa, Fikou, Thomas. Normalement, c'est plutôt une attaque de classe internationale qui doit marquer des essais. Oui, c'est la ligne d'attaque qui avait marqué tous les esprits la semaine dernière dans leur match de qualification. On avait même surnommé la ligne d'arrière les Galactiques du côté des commentateurs. Donc c'est vraiment pour montrer toute la classe de cette ligne d'arrière qui, quand elle fuse, quand elle marche, peut aller très loin. Mais là, ils sont forcément muselés par la défense de La Rochelle qui tape fort. On renseigne du côté d'Anthony Classen, qui va devoir ressortir encore une fois et qui laisse sa place à Donaka Ryan. En tout cas, sur cette phase de jeu, le chrono est arrêté par Mathieu Rénal, hein, pour effectivement éviter d'avoir trop de temps sans jeu. On rappelle que en rugby, il n'y a pas de temps additionnel, hein. Le jeu peut continuer au-delà des 40 minutes tant que le ballon est encore en jeu, mais il n'y a pas de temps additionnel, hein. Donc là, on joue la 37e minute de jeu. Pour l'instant, toujours 16-6 pour La Rochelle face au Racing 92. Et la mêlée est à suivre avec l'introduction pour Kerr Barlow du côté de La Rochelle, et c'est fait. La mêlée est jouée en zone à introduction de Kerr Barlow, et avantage et même pénalité sifflée en faveur de La Rochelle. Décidément, le Racing 92 qui a toutes les difficultés en mêlée face à La Rochelle depuis ce début de match.
Oui, ils en ont récupéré une seule, je crois, depuis le début du match, mais là, on voit que c'est très compliqué pour le Racing. En touche, en mêlée, La Rochelle récupère toutes les munitions. Ça va être très compliqué pour le Racing pour cette fin de première période, je pense. On comprend maintenant pourquoi La Rochelle a terminé deuxième de saison régulière et est arrivé jusqu'en finale de Coupe d'Europe après un magnifique parcours. Et là, c'est Brice Dulin qui va pouvoir dégager son camp sur une pénale touche. Depuis la zone A, le ballon arrive au niveau de la ligne médiane, un tout petit peu dans le camp du Racing 92. On est en zone D et ça va être une touche à suivre pour La Rochelle qui prend son temps pour arriver jusqu'à l'endroit de la touche. On joue la 38e minute de jeu, il reste que 2 minutes à jouer. Donc La Rochelle a tout intérêt à effectivement ne pas trop se presser pour conserver le score, puisqu'ils ont 10 points d'avance, c'est-à-dire plus d'un essai transformé, alors que les supporters des équipes se font entendre et essayent de chanter et de donner de la voix. Et oui, on passe à la ligne d'arrière maintenant. On se replace rapidement du côté de La Rochelle. Avantage pour La Rochelle, pour en avant. On reconstruit. On va finalement inverser le sens. On est juste à côté de la ligne médiane. On se dirige vers la zone D. Et ça tape fort. Effectivement, là, c'est des rucks qui sont créés. On est sur la ligne médiane. Pour l'instant, on a du mal du côté de La Rochelle, en tout cas, à franchir cette ligne d'avantage. La défense très bien positionnée du côté du Racing. On écarte au large. C'est tapé à suivre et c'est même tapé en touche pour les joueurs de La Rochelle qui vont récupérer, en tout cas les joueurs du Racing qui vont récupérer une touche. On est en zone C, à quelques mètres en avant des 22 mètres. Et c'est peut-être la dernière occasion pour les joueurs du Racing de se rapprocher de l'embut adverse, même s'ils ont quasiment tout le terrain traversé, au moins récupérer une pénalité, puisque on va bientôt entrer dans la dernière minute de jeu. On joue à la 39e minute et le lancer en touche est à suivre pour le Racing 92 qui écarte, et on va utiliser toute la largeur du terrain. Finn Russell qui tape une chandelle qui va atterrir en zone D. C'est récupéré par un joueur de La Rochelle. Récupéré par Leeds, et donc c'est La Rochelle qui récupère ce ballon. On est en zone D et c'est poussé, non, pas en touche. On évite la touche du côté de La Rochelle. Et la passe de Dulin vers les avants. Là, on crée des points de fixation à nouveau. C'est La Rochelle qui récupère le ballon dans la zone D. Les joueurs de La Rochelle qui continuent à poser des problèmes à la défense du Racing. Un coup de pied par-dessus à suivre. Et c'est récupéré par La Rochelle. On est en zone D dans les 22 mètres. La jolie claquette de l'ailier de La Rochelle, et c'est récupéré. Et c'est le numéro 9 qui reprend. On passe avec Kevin Gourdon qui se fait plaquer. Encore un point de fixation, ça va être éjecté par Kerbarlo. Ça bataille dans les rucks. Est-ce que le ballon est récupéré par le Racing 92? Non, c'est toujours La Rochelle qui a la possession du ballon. Kerbarlo appelle les avants pour construire et aller au pré, créer des points de fixation. On est dans les 22 mètres avec Winnie Antonio qui a le ballon ici. On est quasiment au centre du terrain, dans les 22 mètres de l'équipe du Racing. Kerbarlo qui continue, qui transmet. On se rapproche à nouveau de l'embut. Encore une action chaude pour terminer. Ici, c'est West qui a le ballon dans les mains. On est maintenant en zone C. C'est Dulin qui se démène pour essayer d'avancer. On est à la 40e minute de jeu. On siffle la sirène dans le stade. Toujours le ballon en possession des Rochelais en zone D sur un point de fixation en faveur de La Rochelle. Et les Rochelais qui sont... Et la touche trouvée. C'est la fin de la première mi-temps. Le ballon est sorti, donc on termine la première mi-temps alors qu'on était assez proche de l'embut pour La Rochelle. On était presque aux 5 mètres, mais encore une occasion qui n'a mené à rien. Et pendant que les joueurs retournent au vestiaire. Et donc oui, on finit sur cette mi-temps sur un score de 16-6 après cette première mi-temps qui aura vu finalement les Rochelais avoir les meilleures occasions à l'image de cette dernière munition là qui aurait pu aboutir sur un essai. Tandis que les Racingmen ont eu toutes les pètes du monde à s'approcher de l'embut adverse. Donc on vous retrouve après cette mi-temps, cette courte pause pour les joueurs, dans un quart d'heure pour le début de la deuxième période. Et on est de retour au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième période de cette demi-finale de top 14. Et Chloé, tu vas nous rappeler les principes de l'audio-description. Oui, comme pour le début de ce match, on a divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse à la tribune sud, donc il y a un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, ce sont les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D.
En bas à gauche, c'est la zone A, au fond à gauche, la zone B. Ensuite, on suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Donc on continuera de vous indiquer les zones pendant le jeu pour que vous sachiez où se situe l'action et on vous parlera aussi des lignes médianes, la ligne des 22, des 40 et des 5 mètres. Et donc puisqu'on est en deuxième période, les terrains sont inversés. Donc maintenant on se situe toujours en tribune de presse avec La Rochelle qui va être à notre droite et le Racing 92 qui va être à notre gauche. Et la deuxième mi-temps est lancée par West qui tape un coup de pied dans la zone A, récupéré par les joueurs du Racing 92. Allez, on va essayer de reconstruire pour les Racingmen avec Finn Russell depuis la zone A qui tape un long coup de pied qui va être récupéré directement par Grégory Aldrit en zone D. Et c'est transmis ensuite à Brésulin qui tape une chandelle à suivre. Il est à la retombée du ballon et finalement c'est disputé et gagné par les joueurs du Racing 92 dans la zone A à quelques mètres seulement de la ligne médiane. Oui, Teddy Thomas en position 9 qui passe à Gomessa, qui passe à Russell. On avance vers la zone B. La petite remise intérieure. Gaël Ficou au sol. Machno qui a retrouvé sa position 9. Il lance vers la zone B. Russell vers ses ailiers. On est juste derrière la ligne des 40 et Machno va inverser. On retourne dans le sens vers la zone A. Classen. Pardon. Effectivement, les joueurs du Racing qui sont toujours dans leur zone. Pour l'instant, ils ne tapent pas de coup de pied à suivre. Ils essaient de ressortir proprement en faisant des rucks en étant au près. Et Machno qui libère en zone A. Finn Russell qui essaie de passer après contact. Et qui plaqué. passe. Là, c'était Bill qui avait le ballon qui essaie de s'échapper. Finalement, le ballon est récupéré par les joueurs de La Rochelle. Pas de faute, dit Monsieur Rénal. Et ce sera une touche trouvée par les joueurs de La Rochelle dans le camp, même dans les 22 mètres du Racing 92, dans la zone A. Et sur cette action, visiblement, les Racingmen qui ne sont pas contents et qui voulaient récupérer une faute. Finalement, non, ils seront sous pression. Puisque la touche est pour eux, mais ils sont vraiment à 5 mètres de leur ligne d'en but. Donc autant dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent le ballon sur cette action, Chloé. Oui, une magnifique touche trouvée par le long coup de pied de Raymond Roule. Ça peut être une belle occasion pour La Rochelle, on est près des 5 mètres. S'ils récupèrent la touche, ils pourront s'en servir comme une munition pour marquer un essai. On n'est vraiment pas loin. Alors qu'un joueur du Racing sort sur saignement, il me semble. Ça a l'air d'être l'un des piliers. Effectivement, là, les joueurs du Racing, c'est tout simplement Collingar qui sort sur saignement. Alors qu'on attend pour disputer la touche en zone A. Et c'est finalement les Racingmen qui vont récupérer donc cette touche. Oui, c'est le Géorgien Gouram Gojikashvili qui va remplacer le pilier qui est sorti, qui va remplacer Collingar. Et donc les joueurs des deux équipes qui vont pouvoir disputer cette touche. Et le lancement est effectué. C'est maintenant Machno qui récupère le ballon dans ses 22 mètres, toujours en zone A. Les joueurs du Racing qui sont à 5 mètres de leur ligne d'en but. On va dégager loin derrière, se servir du pied de Finn Russell pour se dégager du côté du Racing. Et ça va arriver dans les bras de Brésulin en zone A au niveau de la zone médiane. Et il avance, il tape un coup de pied à suivre qui va retomber juste à l'entrée de la zone A. Et finalement c'est raté dans les airs qui s'est fait prendre le ballon par les Racingmen qui peuvent relancer depuis leur camp. Et Watakawa, le ballon en main, il fait la passe en zone B. Long coup de pied à suivre derrière avec les joueurs de La Rochelle qui vont se retrouver sous pression dans leurs 22 mètres en zone C. Oui, on se retrouve en zone C. La Rochelle récupère le ballon, on écarte sur les ailes, il est tout seul et un long coup de pied. Et c'est finalement le Racing qui récupère ce ballon. Finn Russell, on est dans la zone B au milieu du terrain. Long coup de pied vers la zone D qui arrive finalement dans les bras d'Arthur Autière qui va pouvoir relancer de son camp et il choisit le pied. Et c'est une touche qu'il trouve juste avant la ligne médiane dans la zone D. Ça va être une touche pour le Racing. Et gros volume de jeu sur ces premières minutes de seconde période. On a vu le ballon qui allait d'un camp à l'autre. Les joueurs là qui doivent faire beaucoup d'efforts pour venir se replacer. On rappelle que la première mi-temps s'était conclue sur le score de 16-6, donc toujours 10 points d'avance pour La Rochelle. On joue la 44e minute et c'est une touche à suivre pour le Racing 92 dans la zone D à quelques mètres seulement de la ligne médiane. Oui, lancé de Kevin Le Guen récupéré par Dominique Bird. On voit un gros paquet d'avant au sol, le ballon a du mal à sortir et l'arbitre va siffler une pénalité pour le Racing. Le ballon n'a pas été libéré. Effectivement, les joueurs du Racing qui vont pouvoir récupérer cette pénalité. On imagine maintenant les Racingmen qui vont courir après le score. Alors on va voir ce que va choisir Machno
sur cette pénalité. Va-t-il vouloir déjà dans un premier temps se rapprocher des joueurs de La Rochelle avec une pénalité, mais finalement on va se diriger vers une mêlée pour les joueurs du Racing 92. Donc une nouvelle mêlée. On se rappelle que pendant la première période, Chloé, les joueurs du Racing 92 ont beaucoup souffert face aux Maritimes dans ce secteur de jeu. Oui, c'est vrai que La Rochelle avait avait tout le temps l'avantage sur les mêlées, mais là on a changé la première ligne du côté du Racing puisque Kevin Le Guen est entré au poste de talonneur et que Collingar a été remplacé il y a quelques minutes. Donc on a un pilier, un talonneur tout frais pour ces mêlées. Pour l'instant, la mêlée est stable. Ah non, elle s'écroule de suite. On n'a même pas eu le temps d'introduire du côté du Racing. Effectivement, Monsieur Reynal qui va probablement redemander à jouer cette mêlée sur ces phases de jeu particulières. Souvent les mêlées ont du mal à rester stables, hein. C'est une poussée énorme qui est effectuée par 8 joueurs contre 8 joueurs en face, et souvent c'est très difficile de rester stable. Et donc là Mathieu Reynal qui fait rejouer la mêlée, qui décale un petit peu la mêlée, car il y a tellement de puissance développée par les joueurs lorsqu'ils poussent que la pelouse s'arrache sous leurs crampons. On voit là même les trous dans la pelouse qui sont effectués par les joueurs sur cette poussée. Une nouvelle mêlée va être disputée. Mathieu Reynal donne les ordres, les joueurs d'avant sont liés, ils vont effectuer leur poussée et ça y est, le ballon est introduit par Maxime Machenaud, ça s'effondre encore et pénalité récoltée par La Rochelle. On le disait, La Rochelle qui est dominateur dans ce secteur de jeu, et encore une pénalité récupérée au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D pour La Rochelle. Oui, encore une fois, la mêlée écroulée par le pilier du Racing et ça s'accroche un petit peu gentiment. Donc forcément, les Racingmen reculent de 10 mètres. C'est La Rochelle qui va récupérer ce ballon. Encore une fois, la mêlée, c'est clairement leur avantage dans ce match et on sent qu'ils vont pouvoir la choisir à chaque fois qu'il y a une pénalité en leur faveur. Là, c'est Yaya West qui a le ballon dans la main. Il va choisir une pénale touche parce qu'il est un peu loin des poteaux, clairement, pour tenter une pénalité. Donc il va tenter la pénale touche. Il se trouve juste derrière la ligne médiane, en zone D. Il tire et le ballon atterrit en zone A, juste avant les 22 mètres. Encore une belle opportunité là pour La Rochelle, peut-être d'aggraver le score. Et malheureusement pour les joueurs franciliens, cette deuxième période ne débute pas très bien, puisque ils souffrent encore dans les mêmes secteurs de jeu que depuis le début de ce match, hein, notamment en mêlée, et surtout ils ont du mal à franchir la ligne d'avantage, alors que là la touche est jouée et récupérée par les joueurs du Racing qui vont pouvoir se relancer. Ils sont toujours en zone A. Machenaud qui tape un coup de pied par-dessus à suivre, mais malheureusement pour les joueurs franciliens, personne derrière, sauf qu'une pénalité est sifflée par Mathieu Reynal. Et donc une belle opportunité pour les joueurs franciliens de sortir de leur camp et de récupérer un bon ballon d'attaque dans le camp adverse. Là on est dans la zone A pour les joueurs du Racing. La pénale touche est tapée par Bill qui va trouver une touche dans les 22 mètres adverses en zone D. Une belle munition là à 20 mètres de la ligne d'en but, une touche pour le Racing à venir à quelques mètres des 22 mètres adverses. Oui, c'est une belle opportunité pour le Racing et on voit que les avants se sont concertés de suite. À peine la touche tapée, on a appelé les avants pour savoir ce qu'on allait faire. Kevin Le Guen se place en position pour lancer ce ballon. Les avants s'avancent. On est sur une touche à 5 joueurs. Le lance est effectué par Le Guen. La touche est récupérée. Sauf qu'il y a un avantage et même une pénalité qui est sifflée par La Rochelle sur cette touche. Décidément, les Racingmen qui ont beaucoup de mal, hein, qui commettent beaucoup trop de fautes pour espérer conserver et même exploiter leur ballon d'attaque. Et cette faute, c'est un en avant, donc on se dirige vers une mêlée en faveur de La Rochelle. Pas sûr que ça profite encore une fois aux Racingmen qui gâchent beaucoup de munitions depuis ce début de seconde période. D'autant plus que l'introduction est pour La Rochelle sur cette mêlée. Effectivement, c'est en nouveau une mêlée qui est disputée, comme tu disais Chloé, et pour l'instant, même si les Racingmen toute cette saison ont été efficaces en mêlée lorsqu'ils introduisaient le ballon, là sur cette mêlée, puisque c'est Kerr Barlow qui va introduire, on doute que les Racingmen puissent récupérer le ballon sur cette phase de jeu en faveur de La Rochelle. Et on voit que Collingar semble prêt à rentrer. Je ne pense pas qu'il rentrera sur cette mêlée, en tout cas il attend dans la zone. Il arrivera sûrement après que cette mêlée soit disputée. Mais faire rentrer un joueur directement sur une mêlée, ça se fait pas trop, c'est un peu dur. Donc
On les retrouve généralement après que l'action soit disputée. Alors qu'on profite de ce petit arrêt de jeu, Chloé, pour signaler que Maxime Macheneau a été remplacé du côté du Racing 92 et c'est Iri Barren qui est rentré à sa place. Alors un choix fort hein, de l'entraîneur sur l'équipe, puisque effectivement Laurent Travers qui a décidé de faire rentrer Iri Barren à la place de Macheneau. Et encore une fois, une pénalité en faveur de La Rochelle après la mêlée. Ils ont plié la mêlée du Racing et on laisse l'avantage à l'équipe. C'est Arthur Retière qui... Ah, on retourne à la pénalité, ça n'a pas profité assez rapidement. Et donc oui, encore une fois, la Rochelle est clairement au top dans les mêlées. Le Racing ne semble rien pouvoir faire. Les avants qui se congratulent entre eux forcément. Et c'est Yaya West qui récupère le ballon pour décider de ce qui va se passer après cette pénalité. Effectivement, c'est vraiment une punition en mêlée. À chaque mêlée disputée maintenant, c'est quasiment une pénalité automatique qui s'ensuit pour La Rochelle. Et donc dans la zone D, West qui va pouvoir dégager le ballon et offrir une touche à ses partenaires en zone A qui va se situer entre les 40 mètres et la ligne médiane. Donc encore un bon ballon d'attaque à venir pour les Rochelais. Et juste avant la touche, on change la première ligne du côté du Racing. C'est Collingar qui reprend sa place en tant que pilier gauche. Et le pilier Sadat Gomessa laisse sa place à Georges-Henri Colomb-Brézel. Donc c'est un pack assez frais pour la nouvelle touche. On fait une touche à 8, il me semble. Et c'est une longue ligne de touche. Lancée pour Facundo Bosch entre les 22 et les 40 de la zone A. Effectivement, hein, une touche jouée et finalement c'est joué même loin derrière l'alignement. Très beaucoup réalisé par les Rochelais qui peuvent conserver le ballon dans la zone A, qui franchissent la ligne d'avantage. C'est transmis après contact et ça continue de progresser. Là on est dans la zone A, le ballon a été éjecté mais très rapidement contré. Donc les Rochelais sont obligés de reculer. Ils sont entre la zone A et la zone B, entre la ligne des 22 mètres et des 40 mètres. Donc vraiment plein centre du camp adverse. Et pour l'instant dans cette action un peu confuse, il récupère le ballon mais une faute avait été commise par les joueurs franciliens. Et donc heureusement pour les Maritimes, ils vont récupérer le ballon, ils vont même récupérer une pénalité sur cette phase de jeu. Alors qu'on avait vraiment un superbe départ de Sazi hein, qui avait franchi la ligne d'avantage, qui s'était infiltré dans la défense adverse et qui avait été bien stoppé par les franciliens. Mais au final, cette action va déboucher sur une pénalité tirée pour West. Oui, justement, Romain Sazi qui a dit qu'à l'arbitre, les poteaux, c'est lui le capitaine, c'est lui qui a le dernier mot sur ce qui se passe. Et Yaya West va donc tirer cette pénalité. Il se trouve sur la ligne des 22, dans la zone A, légèrement excentré par rapport au poteau. Mais encore une fois, il en a déjà tiré des plusieurs à cette distance et assez excentré comme celle-ci, donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Il devrait sûrement rajouter 3 points au compteur des Rochelais. Alors qu'on entend hein, les supporters de La Rochelle galvanisés par cette action de leurs joueurs hein. On entend ici c'est La Rochelle, on n'est plus à Lille, on est à La Rochelle pour les supporters jaunes et noirs. Et une belle occasion là pour West d'accroître encore l'avantage de son équipe, comme tu le disais Chloé, en zone A, à l'entrée des 22 mètres, une pénalité plutôt facile pour West qui pour l'instant n'en a raté aucune depuis le début de ce match et qui a priori devrait permettre à son équipe de prendre un peu plus les devants. Et c'est fait. La Rochelle qui passe maintenant à 19 points, 19 à 6 alors qu'on joue la 53e minute de jeu. Et bien pour l'instant Chloé, La Rochelle qui prend une belle option pour la finale du top 14. Oui, là ça y est, il commence vraiment à creuser l'écart, on est à 13 points de différence. Là, il y a eu un petit cafouillage au niveau du coup d'envoi, les joueurs sont partis alors que Russell n'avait pas encore tapé, je pense qu'il y a eu mécompréhension. Mais les joueurs viennent de se remettre en place pour une nouvelle action. Wenceslas Loré s'apprête à rentrer sur le terrain. Il y a plusieurs changements du côté du Racing. Anthony Classen sort. En attendant ces changements, Mathieu Reynal va siffler la remise en jeu effectuée par Finn Russell. Et le coup de pied est tapé en zone D. C'est récupéré même par Gaël Ficou qui peut permettre à son équipe de conserver le ballon. Derrière on enchaîne avec le départ au ras des avants. Et puis Iri Barren qui décide de lancer toujours les avants. Point de fixation, on est entre la zone C et la zone D dans les 22 mètres. Alors que là c'est Vakatawa qui a le ballon en zone D, qui est violemment repris par les Rochelais. Ils sont à une dizaine de mètres
de l'embut adverse. Les Franciliens, et pour l'instant, ils ne parviennent pas à progresser. La ligne défensive des Rochelais est très bien en place. Là, c'est Ficou maintenant qui est lancé à pleine vitesse dans la défense, mais la défense jaune et noire ne cède pas. Et Finn Russell tape un coup de pied à suivre qui ne donne rien. C'était un coup de pied à suivre pour un de ses partenaires, pour Palu, mais le coup de pied n'a rien donné et c'est une touche qui va être récupérée pour La Rochelle. Un aveu d'impuissance un petit peu de Finn Russell, Chloé, sur cette action de jeu. Oui, on l'a connu meilleur sur ses phases de jeu. D'habitude, ses passes au pied sont millimétrées, mais là, il a trouvé la touche avant de trouver son ailier Teddy Thomas. Donc c'est encore une fois une mission un peu gâchée pour les Racingmen. Ils étaient vraiment pas loin de la ligne d'embut. Là, la touche, elle se situe sur la ligne des 5 mètres. On est en zone D. Ils avaient balayé plusieurs fois le terrain avant d'arriver là. On a fait travailler à la fois les avants avec Bernard Leroux et là justement on arrive aux arrières. Et peut-être que si on avait écarté avec des passes à la main jusqu'à l'aile, ça aurait pu mener à quelque chose. Mais là je pense que Finn Russell a été un peu gourmand et qu'il a mal ajusté sa passe. Donc on se retrouve avec une touche en faveur de La Rochelle aux 5 mètres. Alors que là, une scène intéressante. Iribarren qui vient de réunir ses coéquipiers. En tout cas surtout les avants pour les stimuler, les motiver et leur dire que probablement rien n'était fini dans ce match, car c'est vrai qu'il reste encore presque une demi-heure, un petit peu moins d'une demi-heure pour les joueurs. Rien n'est terminé même s'ils ont 13 points de retard et peut-être qu'ils doivent faire preuve d'un peu plus de patience puisque là on voit que Finn Russell s'est peut-être un petit peu débarrassé du ballon alors que les Racingmen étaient pas si loin. Et là c'est la touche est jouée pour La Rochelle. On est en zone D à quelques mètres seulement de l'embut de La Rochelle et le combat est violent dans le ruck, mais pour l'instant La Rochelle parvient à conserver le ballon. On se bat férocement pour le ballon du côté de La Rochelle, on le conserve. Une cellule de 3 avants est formée, c'est Grégory Alric qui part au contact, mais il ne gagne pas de mètres. Et le ballon est... C'est une pénalité, hein. C'est une pénalité sifflée par Mathieu Rénal sur cette action un petit peu confuse. Et encore une fois, eh bien, La Rochelle va pouvoir ressortir de son camp avec une pénale touche. Et encore une fois, eh bien, le Racing Métro qui ne pourra pas s'approcher de l'embut adverse. Et le temps qu'on commence à défiler, hein, maintenant chaque munition va commencer à valoir très cher pour les Franciliens. Et une fois de plus, eh bien, la défense de La Rochelle montre pourquoi elle est la meilleure du championnat cette saison. La défense de La Rochelle montre pourquoi elle a permis à son équipe d'arriver jusqu'en finale de la Coupe d'Europe. Et on voit bien qu'effectivement les Racingmen ont du mal face à cette équipe. Oui, le score est toujours de 19-6 alors que cette touche est jouée. La Rochelle la récupère parfaitement et le coup de pied de Brice Dulin pour dégager son camp. Il atterrit dans la zone A juste après les 40 mètres, récupéré par Teddy Thomas qui échappe au plaquage. Un gros ruck se forme, Iribarren essaie de récupérer le ballon et il y a une pénalité en faveur du Racing sur ce ruck. C'est les Racingmen qui vont pouvoir récupérer ce ballon. Et effectivement, sur cette action là, on est pour les joueurs blancs et bleus clairs sur une pénale touche tirée par Iribarren depuis la zone A vers la zone D. Ils vont récupérer une touche à hauteur des 40 mètres adverse en zone D. Et là on voit que les joueurs du Racing 92 se dépêchent de venir jouer cette touche puisqu'ils savent que les minutes sont comptées. On joue désormais la 57e minute de jeu, toujours 19-6 pour La Rochelle. Et Iribarren a le ballon dans les mains, mais finalement c'est sifflé par l'arbitre. Que se passe-t-il? Je pense que la touche n'est pas droite. La touche n'est pas droite, alors est-ce que c'est une balle? Effectivement oui, c'est une balle qui va être récupérée. Et on part sur une mêlée pour La Rochelle, encore une fois. Est-ce que les Racingmen vont réussir? Est-ce que la nouvelle première ligne du Racing va réussir à se défaire de La Rochelle cette fois-ci? Ce serait assez avantageux pour eux parce que là on est en zone D sur la ligne des 40, donc on est plus proche de l'embut Rochelais que de l'embut francilien, donc ça pourrait être une mission pour eux s'ils arrivent à s'organiser et à gagner cette mêlée. Mais si La Rochelle continue sur sa lancée, ils peuvent récupérer le ballon et encore une fois dégager leur camp pour se rapprocher de l'embut francilien. Alors que là pour l'instant les joueurs qui jouent la mêlée sont introduits un petit peu trop rapidement et Mathieu Rénal va être obligé de faire rejouer cette mêlée. Et peut-être ça peut aussi permettre de donner quelques stats sur cette partie. Pour l'instant la possession est quand même nettement à l'avantage des Rochelais qui ont 58% de possession contre 42
pour les joueurs du Racing 92. Et pour l'instant, les pénalités sont même aussi à l'avantage de La Rochelle, qui en a marqué 4 contre seulement 2 pour le Racing 92, qui explique aussi cette différence au score. Alors que là, la mêlée tient, il ne s'écroule pas pour la première fois du match, même si encore une fois le Racing cède. Alors que là, Maturinal laisse jouer. Que va-t-il siffler? Il met le sifflet à la bouche, la mêlée s'est relevée et il ne siffle pas de pénalité. Donc pénalité en faveur de La Rochelle. Rochelle. Encore une fois dominatrice sur ce secteur. Effectivement, pour l'instant la mêlée tenait, le combat était engagé. Mais effectivement, Maturinal fait signe que la mêlée s'est relevée. Que va choisir La Rochelle? Et forcément, ils reprennent la mêlée. Évidemment, pour bien enfoncer le clou surprise. et fatiguer le pack adverse. Forcément, quand on est bon dans un domaine, la mêlée c'est très fatigant quand on les enchaîne comme ça. Donc, ils vont à la fois eux gagner des pénalités et fatiguer leurs adversaires. C'est très stratégique. Encore une fois, introduction pour Tawera Carbarlo. Effectivement, là, les Rochelais qui ont la maîtrise du ballon. On joue la 59e minute de jeu, toujours 19-6 pour La Rochelle. Ils prennent leur temps pour s'installer, les avants du pack Rochelais. Effectivement, sous les ordres de Maturinal. Le ballon est introduit, les deux équipes s'entrechoquent, ça pousse encore une fois. Que va siffler Maturinal? Rien, il laisse le ballon vivre. Et c'est Carvalho maintenant qui va pouvoir éloigner vers ouest, qui tape un long coup de pied en zone B, récupéré par Ficou, qui lui-même va essayer d'allonger pour récupérer le terrain. Depuis ses 22 mètres, il a le droit de taper directement en touche, hein, on le rappelle. Quand on est dans les 22 mètres de son camp, on a le droit de taper directement un coup de pied en touche. Alors que si on est à l'extérieur des 22 mètres, il faut d'abord que le ballon rebondisse à l'extérieur de la ligne de touche, en tout cas avant la ligne de touche, avant de sortir. Et le temps est arrêté. Winnie Antonio a un genou à terre. Et un autre joueur Rochelais également. Alors comme Winnie Antonio fait partie de la première ligne, forcément on arrête le temps s'il pose le pied à terre. C'est une règle. Quand un joueur de la première ligne a besoin d'être soigné, le temps est arrêté. Si c'est un joueur d'un autre poste, ce n'est pas forcément le cas. Les joueurs en profitent pour se rafraîchir. Ouais, ça permet aux deux équipes de calmer un petit peu. Surtout, ça permet à la cellule d'avant du Racing de se parler, de peut-être remettre quelques petites choses en place avant d'attaquer les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et pour l'instant, on voit mal comment le Racing 92 pourrait renverser cette équipe de La Rochelle bien en place. Et pourtant, les supporters franciliens, on les voit, hein, ils font du bruit, on les entend surtout. Alors que les supporters rochelais sont un petit peu plus tranquilles pour l'instant. Mais c'est vrai que on a du mal à voir comment ils pourraient franchir cette défense de La Rochelle qui semble vraiment infranchissable ce soir. Oui, on est toujours sur le score de 19-6 pour La Rochelle. Les avants se mettent en place pour la touche. On est au niveau de la ligne médiane vers la zone C. C'est une introduction pour La Rochelle. Un lancer pour La Rochelle. Facundo Bosch se met en place. Les arrières rochelais sont assez dispersés. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a une grosse montée de Jules Favre qui avance. Il a récupéré directement le ballon derrière la ligne de touche. On passe aux avants maintenant. Finn Russell récupère... Non. Ia West récupère le ballon et il le dégage au pied, qui atterrit directement dans les bras d'un arrière du Racing. C'est Ficou là qui vient de conserver le ballon et qui permet à son équipe de relancer dans les 22 mètres du côté du Racing. On est passé de la zone B vers la zone A et c'est maintenant le Racing qui essaie de se relancer à la main. On évite de rendre peut-être la possession tout de suite à l'adversaire. Et donc Iribarren qui éloigne vers ses avants, qui crée des points de fixation. Mais encore une fois, la défense de La Rochelle bien en place sur chaque plaquage. Les Racingmen qui ont du mal à franchir la ligne d'avantage et gagner du terrain, même si là sur cette passe au pied de Finn Russell, les joueurs franciliens ont réussi à gagner quelques mètres. Ils sont maintenant en zone B à quelques mètres des 40 mètres et ils essayent de conserver le ballon, mais à chaque fois, à chaque plaquage, ils sont face à des Rochelais. Alors que là, Iribarren a essayé de dégager et s'est fait contrer par un Rochelais. Et donc c'est retour dans les 22 mètres dans les bras de Ficou. Et Ficou qui traverse la défense, qui se fait plaquer. Les Racingmen ont gagné quelques mètres. Et ça râle pour le plaquage. Il y a une pénalité sifflée par M. Rénal en faveur du Racing. Il y avait obstruction là sur cette relance à la main. Il y a un joueur du Racing 92 qui a été plaqué alors qu'il n'avait pas le ballon et on n'en a pas le droit. Alors que là, au sol, pour l'instant, c'est un joueur du Racing qui semble souffrir sur ce plaquage. Il y a un joueur du Racing qui reste sur le ventre. L'équipe médicale s'est déplacée tout de suite autour de lui. Effectivement, il est allongé sur la pelouse. Pour l'instant, on a du mal
à identifier de qui il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est qu'une pénalité est récupérée pour le Racing 92. On est dans la zone A et probablement une pénale touche à venir pour les joueurs du Racing, alors que c'est une obstruction effectivement qui a été sifflée sur ce jeu sans ballon finalement. C'est Winnie Antonio qui a commis la faute. Est-ce que l'arbitre va décider de revoir les images? On rappelle qu'en rugby, on a le droit de faire appel aux images. En tout cas, l'arbitre peut faire appel à l'assistance vidéo pour prendre sa décision. Et là, la civière a même été sortie et ramenée auprès du joueur du Racing qui est allongé au sol. Je crois que c'est Kevin Le Guen qui est au sol. Et on voit les secouristes qui prennent toutes les précautions et les images pour le mettre sur la civière. Nous n'avons plus d'images. L'équipe réalisatrice a décidé de ne pas montrer ce moment. Même si le joueur se relève, en tout cas il ne se relève pas mais il s'accroupit. Il a l'air de se tenir les côtes mais il se relève finalement et il va pouvoir se remettre debout sur ses deux jambes. Ce sont des images rassurantes quand le joueur peut se relever et n'est pas sorti sur civière. Et effectivement un changement va être effectué puisque pour l'instant le joueur en question ne peut pas poursuivre la partie et donc une pénalité va être récupérée sur cette action, sur cette relance. Les Racingmen vont pouvoir récupérer le ballon et comme on vous le disait précédemment, ce sera probablement une pénale touche tapée de la zone A vers la zone D pour récupérer une touche intéressante dans le camp de La Rochelle et essayer de mettre à nouveau la pression sur les Maritimes, alors que pour l'instant les Racingmen ont toujours 13 points de retard, 19-6 alors qu'on joue la 62e minute de jeu. C'est bien Kevin Le Guen qui est sorti, il a été remplacé par le numéro 3 Sedate Gomez-Sa du côté du Racing, donc c'est le pilier qui était titulaire au début de ce match. Il reprend sa place alors que Teddy Iribaren tire une pénale touche qui atterrit au niveau des 40 mètres dans la zone D en faveur du Racing puisque c'est une pénale touche. Et effectivement les Racingmen qui vont avoir une nouvelle opportunité. On est en zone D à 5-6 mètres de la ligne médiane, quasiment à hauteur de la ligne des 40 mètres. Et donc une belle phase de lancer. Encore faut-il assurer le lancer effectué par Teddy Iribaren. C'est bien capté par les joueurs du Racing qui essaient de former un maul. Et finalement le maul est écroulé. C'est éjecté par Teddy Iribaren qui envoie ses avants au contact. Zone D, Iribaren qui récupère, qui va encore essayer de se sortir même s'il est sous la pression défensive intense des Rochelais qui dans ce rug vont presque réussir à récupérer le ballon mais finalement non. Et c'est Thomas qui va même éjecter le ballon alors qu'on voit une cellule de 3 avants qui part et qui parvient à percer en zone D mais finalement récupéré en plein milieu du ruck par récupéré par le 9 de La Rochelle. Il n'y avait personne en face de lui sur le ruck, il l'a récupéré, il y est allé, il a le droit et Yaya West dégage ce ballon, il arrive en zone B dans les bras de Kurt Lebil. On se trouve au niveau des 40 mètres. Les Racingmen se replacent pour pouvoir profiter de cette action du ballon récupéré. Une cellule d'avant se forme. On est au niveau des 40 mètres. La Rochelle est bien placée en défense et une pénalité est sifflée en faveur de La Rochelle qui va récupérer ce ballon. Effectivement, La Rochelle qui sur cette action, en tout cas bien initiée par Kerbarlo qui a franchi, on était dans le camp de La Rochelle et Kerbarlo a tout simplement traversé le ruck, s'est emparé du ballon et a relancé son équipe. Et maintenant eh bien, c'est une pénalité pour passer de 19-6 à 22-6 et avoir plus de 2 essais transformés d'avance, ce qui serait véritablement un avantage considérable alors qu'on s'approche du dernier quart d'heure de jeu. Et autre info importante Chloé, c'est que la pluie se met à tomber fortement soudainement sur la pelouse, une grosse pluie, et on sait en rugby à quel point ça peut avoir un impact déterminant puisque le ballon est soudainement glissant et il est encore plus dur à contrôler et c'est encore plus dur de marquer des essais dans ces conditions là. Oui, là c'est une belle averse qui s'abat sur le stade. Alors souvent on annonce que la pluie ça aide les avants, on va faire des passes beaucoup plus courtes et beaucoup de temps de jeu où on va aller au contact, on va moins aller vers les arrières qui nécessitent des passes plus longues et du jeu de vitesse. Et là sur La Rochelle, on sait que sur ce match on sait que c'est La Rochelle qui domine avec les mêlées. D'ailleurs du côté de La Rochelle on s'apprête à faire rentrer 2 avants tout frais. On a Victor Vito qui va rentrer et Arthur Joly, un pilier et un numéro 8. Donc là on va faire encore plus mal sur les mêlées
du côté de La Rochelle, alors que Yaya West s'apprête à passer cette pénalité. Il se trouve en zone B, sur la ligne des 40 mètres, un peu à la droite des poteaux. Effectivement, elle se concentre alors que l'appui maintenant est vraiment très importante. Le coup de pied est tapé. Est-ce que ça va passer? Et non, ça passe à côté. Non, premier échec pour Yaya West dans ce match. Effectivement, hein, c'est le premier échec. Et ça permet finalement aux joueurs franciliens d'y croire encore un peu dans cette partie, alors qu'ils vont pouvoir relancer depuis leurs 22 mètres. C'est la règle quand une pénalité ne passe pas, on relance depuis ses 22 mètres. Et c'est donc Finn Russell qui va relancer depuis ses 22 mètres, alors qu'on est toujours sur un score de 19-6. Et on joue la 65e minute de jeu, alors qu'un changement vient d'intervenir, Chloé. Oui, c'est Kevin Gourdon et Winnie Antonio qui sortent pour laisser place à Victor Vito et Arthur Joly du côté de La Rochelle. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, là ils sont rentrés, c'est officiel. C'est le Racing qui a le ballon maintenant, on est en zone A. On se trouve à peu près derrière les 40 mètres. Ce sont les avants qui tapent pour l'instant. Bernard Leroux qui va au contact et qui gagne quelques mètres, mais une pénalité sifflée en faveur de La Rochelle, encore une fois. Effectivement, hein, sur cette phase de jeu, on a encore vu le ballon qui était contrôlé difficilement avec cette pluie qui redouble d'intensité. Et forcément, quand il pleut comme ça, on risque de voir des en avant plus nombreux, et c'est le cas. Et donc encore une mêlée récupérée par La Rochelle, qui va évidemment prendre tout son temps pour se mettre en place, pour lier les avants. On est maintenant dans le dernier quart d'heure de jeu de cette demi-finale de top 14, alors que Mathieu Rénal fait signe d'un changement. Petite confusion sur le bord du terrain. Non, finalement c'est un changement qui intervient. C'est tout simplement c'est Jules Plisson qui entre en jeu pour le Stade Rochelais, pour remplacer Yaya West, qui a l'air surpris de ce changement. Effectivement, puisque depuis le début du match, il n'a pas grand chose à se reprocher, hein. Il a passé toutes les pénalités sauf la dernière, mais en tout cas une partie de West réussie, et c'est Plisson, l'ancien joueur du Stade Français, qui va faire son entrée, qui a déjà fait son entrée et qui est placé à l'ouverture, et qui va peut-être recevoir une passe de la part de Kerbarlo dans les prochains instants. Kerbarlo qui va introduire, et finalement non, c'est une pénalité pour Kerbarlo, pour les Rochelais. Ah non, une pénalité pour le Racing. Kerbarlo a cru que c'était pour lui, il est parti en courant avec le ballon, mais non, c'est bien pour le Racing. Et elle est jouée rapidement par Iribarren qui dégage son camp. Le ballon arrive en zone C, il n'y avait personne pour couvrir, et c'est une très belle touche trouvée par le demi de mêlée du Racing. On est en zone D, entre les 22 et les 5 mètres. On est vraiment pas loin de la ligne d'en but. Là, ça peut être une belle munition pour le Racing s'ils veulent recoller au score rapidement et se laisser le temps de remonter avant la fin du match. Effectivement, c'est maintenant ou jamais pour les joueurs franciliens pour recoller au score dans cette partie où ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions d'essai. Et là, c'est une belle opportunité, même si la touche à suivre sera pour La Rochelle. Ils vont forcément essayer de mettre la pression sur les Rochelais, alors que le ballon est encore plus difficile à contrôler dans ces conditions où la pluie redouble d'intensité. Et forcément, on envoie la touche au premier bloc, mais pénalité sifflée par Monsieur Rénal, mêlée à la faveur du Racing. Et bien encore une belle opportunité là pour le Racing. On ne peut pas dire que le Racing 92 manque d'opportunités. Il a les ballons d'attaque, l'équipe a les munitions pour essayer de recoller au score, alors que la pluie semble se calmer un petit peu. C'est une mêlée. Est-ce que le Racing 92 va enfin se rebeller un petit peu sur cette phase de jeu, alors qu'on est en zone D à 10 mètres seulement dans l'embut, hein. Ils voient cet embut, les joueurs et les coéquipiers d'Iribarren qui a le ballon en main actuellement. Ils voient cet embut, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à y pénétrer. Et du côté des arrières du Racing, on s'est placé très à plat. Les joueurs sont sur la même ligne au lieu d'être en décalé pour faciliter les passes vers l'arrière. Donc on peut imaginer que le Racing va tenter un coup de pied pour l'ailier. Comme ça, il a moins de distance à parcourir s'il se met sur la même ligne que le joueur qui va lancer le ballon, plutôt que s'il est en arrière. Et on va voir si c'est le choix qu'ils font, alors qu'on va refaire la mêlée. Effectivement, on voit Teddy Thomas placé complètement en zone D à l'autre bout du terrain, sur l'autre largeur du terrain, alors que la touche se déroule en zone C. Teddy Thomas, lui, est complètement de l'autre côté, le long de la ligne de touche, en attendant peut-être de recevoir le ballon, alors que la mêlée met du temps à se jouer. C'est des précieuses secondes gagnées pour La Rochelle. Là, le ballon est introduit. Iribarren attend que le ballon sorte. Le ballon est éjecté, même s'il est difficilement contrôlé.
Et pour l'instant l'action est confuse et c'est une pénalité récupérée par les joueurs du Racing 92. Et là, gros avantage, la Rochelle recule à 10 mètres, forcément. Ils sont sur leur ligne d'en-but, les Rochelais. Et c'est une cellule d'avant qui se forme avec Jean-Jory Colombe qui s'enfonce dans la défense. Il n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne d'en-but. Les Rochelais lèvent les bras, ils réclament peut-être une pénalité, mais pour l'instant Mathieu Reynal ne dit rien. Ici, il siffle une pénalité. Une pénalité parce que peut-être le ballon n'est pas éjecté. En tout cas, c'est une pénalité pour la Rochelle et une fois de plus. C'est ça, c'est le joueur du Racing qui a gardé le ballon au sol. Alors quand on est plaqué, comme tu l'expliquais tout à l'heure Baptiste, on doit libérer le ballon pour que son équipe puisse le récupérer ou que l'équipe adverse puisse le gratter. Là, le joueur l'a gardé au sol, donc pénalité pour la Rochelle. Encore une fois, un ballon d'essai gâché par le Racing à seulement 5 mètres de la ligne d'en-but. Là, les Rochelais vont pouvoir se dégager et repartir pour attaquer du côté de l'en-but. Et comme un seul homme, les supporters rochelais qui se sont levés sur cette pénalité sifflée par Mathieu Reynal. Et maintenant, Dulin peut dégager son équipe sur une pénale touche et il tire depuis son embut, depuis la zone C. Et ce sera un ballon d'attaque, une touche, toujours dans l'embut de La Rochelle, mais toujours dans le camp de La Rochelle. Mais en tout cas, le ballon sera en leur faveur sur cette touche. Il se situera environ aux 40 mètres. Et les Rochelais qui vont peut-être maintenant rentrer dans la gestion de ce match. On joue la 70e minute de jeu et La Rochelle qui mène toujours 19-6 dans cette demi-finale et qui se rapproche petit à petit de cette finale de top 14 tant attendue. Et lancé pour La Rochelle, bien capté, on avance. Les avants qui forment un môle. Ça reste stable, les Rochelais ne parviennent plus à gagner des mètres et ça repart, le môle repart, quelques mètres gagnés encore finalement avec Pierre Barlow qui anime bien ses avants et qui dégage au pied. C'est récupéré, non ça part directement en touche dans la zone B. Et dans ce cas, quand le ballon est envoyé directement en touche, on revient à l'endroit du coup de pied pour disputer une mêlée. Comme on l'expliquait tout à l'heure, effectivement quand on est dans ces 22 mètres on a le droit de taper directement en touche. Mais quand on est à l'extérieur de ces 22 mètres, il faut d'abord que le ballon rebondisse dans les limites du terrain avant de sortir en touche. Et c'est donc une mêlée. Mais finalement, étant donné que les joueurs ne se replacent pas, peut-être y avait-il un avantage ou une pénalité ou un avantage en cours pour les joueurs de La Rochelle. En tout cas, pour l'instant, les soigneurs rentrent sur le terrain pour apporter de l'eau aux joueurs. Et le ballon est finalement conservé par les Racingmen qui vont en bénéficier d'une touche. Dans la zone D. Et on change d'animateur du côté de La Rochelle. Le numéro 9 Tawera Kerbarlo est sorti. Il laisse la place à Jules Lebaille qui peut à la fois jouer à l'ouverture et en demi de mêlée. C'est pour ça que c'est un atout pour La Rochelle. Il est placé aujourd'hui en numéro 9. Et lancé pour le Racing. Effectivement, le Racing qui a perdu le ballon sur cette touche. Et c'est La Rochelle qui maintenant possède le ballon. On est en zone C, évidemment sur les rucks. Les Rochelais prennent tout leur temps pour sortir le ballon et c'est maintenant le ballon est dégagé loin devant et c'est dans les bras d'un Racingman qui a du mal à contrôler le ballon puisqu'effectivement il est fuyant, il glisse, ils sont dans leurs 22 mètres, ils relancent à la main et on est entre la zone A et la zone B pour les Racingmen. Et Ribaren qui éjecte rapidement vers Finn Russell qui tape à suivre, un coup de pied, c'est dans les mains de Teddy Thomas, ça revient dans les bras de Teddy Thomas mais il est poussé en touche par les Rochelais sous les hurrahs des supporters de La Rochelle qui sont tout contents de voir cette action annulée, en tout cas stoppée par les joueurs de La Rochelle. C'était très bien joué par les Ciels et Blancs. Il y a Virimi Vakatawa qui avait gagné beaucoup de terrain et qui avait fait une passe très rapide à Teddy Thomas pour pouvoir avancer encore plus. Mais l'ailier francilien a été poussé en touche, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Donc c'est une touche en faveur de La Rochelle. On est juste derrière la ligne médiane, dans la zone A. Et il y a un changement du côté du Racing. C'est Collingar qui sort pour être remplacé par le pilier gauche Dani Priso. Non, pardon, c'est la mauvaise équipe par Goram Gojigashvili. Et en tout cas, les Rochelais qui ont le ballon et c'est bien dévié pour eux, même si sur cette action fuyante, les Racingmen vont récupérer le ballon malgré tout sur cette touche. En tout cas, Iribaren va vite lancer vers les joueurs, les Racingmen qui peuvent récupérer le ballon. Maintenant, c'est Ficou qui a le ballon, franchit la ligne médiane dans la zone C. L'action est confuse, il y a un ruck, Mathieu Reynal ne siffle pas et Ribaren peut de nouveau éjecter, il va balancer le ballon de l'autre côté maintenant pour les coéquipiers. C'est Vakatawa qui s'infiltre en zone D, qui casse plusieurs plaquages, qui crée un point de fixation. Ribaren est ici au soutien pour tout de suite essayer d'éjecter ce ballon, même si dans les rucks c'est très disputé
avec les joueurs de La Rochelle toujours en zone D entre les 22 mètres et les 40 mètres. Iribaren qui va finalement revenir dans le petit côté, c'est tapé à suivre. Thomas qui va essayer d'arriver pour contester le ballon en zone D à quelques mètres seulement de la ligne en but, alors que c'est soulevé, action dangereuse peut-être, l'arbitre ne dit rien. Alors là, on vient d'assister à quelque chose de très dangereux. Teddy Thomas a soulevé Jules Lebail. Jules Lebail avait la tête vers le bas, les genoux au-dessus de la tête, plus haut que la tête, ce qui est considéré comme un plaquage très dangereux. On va voir si l'arbitre voudra revenir sur cette action. Pour l'instant, effectivement, il ne siffle rien. Rien n'est sifflé sur cette action de jeu. Et c'est toujours La Rochelle qui conserve le ballon en zone D. Ils vont essayer de se relancer depuis leur camp, alors que c'est Jules Lebail qui ici va dégager, couper, taper un coup de pied par-dessus à suivre, qui n'arrivera pas en touche, et c'est récupéré par un joueur de La Rochelle, bien stoppé par le Racing 92. Et finalement une pénalité sifflée en faveur du Racing 92. Oui, et c'est très vite joué par Teddy Iribaren. Pas de temps mort dans cette fin de partie. Et c'est le Racing 92 qui est en zone D. Et Iribaren qui va essayer maintenant de balancer le jeu de l'autre côté. Alors qu'un raffut avec une main au visage. En plein dans la tête par un joueur du Racing. Ouais, c'est Jules Plisson qui a pris cette main au visage là. Encore une fois, l'arbitre n'arrête pas le jeu. Le jeu continue, c'est le Racing qui a le ballon toujours, mais plaquage très offensif de La Rochelle. Le Racing perd le ballon, c'est La Rochelle qui récupère. Mais les défenses sont très en forme ce soir. On n'a que des plaquages offensifs pour ces dernières minutes. Et l'arbitre arrête enfin le jeu, pénalité en faveur de La Rochelle. Effectivement, là on vient d'assister à quelques secondes, quelques minutes de jeu assez confuses. Le ballon allant d'une équipe à l'autre, ce qu'on appelle dans le rugby des turnovers, où le ballon change de main. Et finalement sur cette action c'est le jeu qui est arrêté par Mathieu Reynal, puisque on a vu beaucoup de changements de main, des fautes non sifflées. En tout cas, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute à chaque fois. Et ça commence à sentir bon pour La Rochelle, puisque on joue la 75e minute de jeu, toujours 19-6 pour les Racingmen. On peut dire que les Rochelais ont quasiment un pied en finale sur ce match. Et pour l'instant, on voit mal comment les Racingmen pourraient revenir dans le match, parce que pour l'instant, la défense de La Rochelle est tout simplement intraitable. Oui, même lorsque le Racing propose des belles actions, des plaquages offensifs, ils se font directement rattraper par La Rochelle, qui joue vite, qui sait exploiter ses ballons de récupération, ses turnovers, et qui sait quoi en faire pour pouvoir garder la main sur le jeu. Donc là, on a assisté effectivement à beaucoup de turnovers, beaucoup d'actions très confuses. On voit que le pilier du Racing, Sedat Gomessa, était resté au sol quelques minutes. Il sort en boitant. Il est remplacé par Hassan Kolingar qui revient, qui lui aussi aura fait beaucoup d'allers-retours sur le terrain ce soir. Beaucoup d'entrées et de sorties. C'est un match très physique pour les avants du Racing aujourd'hui. Alors que là, pour les joueurs du Racing 92, s'ils ne récupèrent pas le ballon très rapidement dans les prochaines minutes, en tout cas sur cette mêlée, ça va commencer à être très compliqué pour eux. On rappelle que pour revenir, ils doivent au moins marquer pour commencer un essai transformé, et plus ensuite plusieurs pénalités, au moins 2 pénalités. Donc autant dire que les Racingmen doivent marquer 3 fois pour espérer revenir au score. Et vu la défense des Rochelais ce soir, la tâche s'annonce très compliquée, alors que les Rochelais commencent à agiter les drapeaux en tribune. Les supporters rochelais se voient peut-être même déjà en finale, et pour l'instant Mathieu Reynal installe les deux équipes pour disputer cette mêlée qui va être en zone D, juste à l'entrée des 22 mètres de La Rochelle. Oui, c'est une introduction pour La Rochelle. Jules Lebail a le ballon en main. Est-ce que les nouveaux avants de La Rochelle vont pouvoir encore une fois faire la différence sur la mêlée? On voit que du côté du Racing, Kurt Léville s'est bien reculé pour récupérer éventuellement un coup de pied dégagé de la part de La Rochelle qui voudrait regagner du terrain. La mêlée se met en place. Jules Lebail peut introduire. La mêlée semble assez stable. Elle se relève. Est-ce que l'arbitre va siffler? Je n'ai pas l'impression. Pour l'instant, effectivement. Le ballon navigue dans les pieds de Grégory Aldrit qui le soulève, qui avance. Et donc, on continue sur le jeu normal. Jules Lebail place ses avants. Effectivement, il va peut-être pas prendre de risque sur ces phases de possession, même si là le ballon est envoyé derrière vers Jules Plisson qui dégage loin devant
dans les bras d'un Racingman en zone B. Et les Racingmen qui vont forcément rejouer à la main. Teddy Thomas, le ballon en zone A. Il essaie de faire parler la vitesse de ses appuis. Il est repris juste avant la ligne médiane dans un ruck qui est très disputé. Mais Iribarren conserve le ballon. C'est rendu maintenant aux Racingmen qui essayent de se faire des passes, de jouer auprès de la ligne médiane. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont même reculé sur cette phase. Ils sont en zone B et sont le long de la ligne de touche. Et pour l'instant, eh bien, la défense de La Rochelle tient bon, elle est en place et ne cède pas. On repart vers la zone A, on fait travailler les arrières du côté du Racing. Teddy Thomas qui a le ballon en main, mais qui a du mal à avancer. Il rafute, mais il se fait plaquer. Ballon pour Kurt Lebil qui envoie vers la zone B. On est toujours un peu avant les 22 mètres du côté du Racing, qui a du mal à franchir la ligne de défense de La Rochelle. Ils reculent même, Chloé, sur cette action. Ils étaient au niveau de la ligne médiane et ils sont maintenant presque dans leurs 22 mètres tellement les plaquages de La Rochelle sont offensifs et tellement les Rochelais se replacent bien en défense. Pour l'instant, on ne les voit pas céder, ils coulissent bien de droite à gauche. À chaque fois que l'attaque du Racing 92 balaye le terrain, ils coulissent, même si là c'est le ballon pour Ficou dans la zone B. Il essaye de passer après contact, mais encore une fois bien repris par La Rochelle. Et derrière, les rucks sont très disputés, toujours en zone B ici pour les joueurs du Racing et de La Rochelle qui disputent le ballon. En tout cas, les Rochelais ne cèdent pas. On joue la 77e minute de jeu, toujours 19-6 pour les Rochelais. Maintenant, on voit mal comment cette partie pourrait leur échapper, puisque les Racingmen sont loin d'inscrire un essai. En tout cas, ils sont loin de l'embut adverse. Oui, ça fait plusieurs temps de jeu que les Racingmen tentent d'avancer, mais il ne se passe rien. Ils sont toujours au même endroit depuis tout à l'heure, à balayer de droite à gauche, mais on est toujours entre les 40 et les 22. Iribarren qui tente encore une fois, qui passe à ses arrières. Ficou qui tente un petit crochet, mais il se fait prendre par la défense encore une fois. Les Racingmen qui sont quasiment à plat maintenant. Et pénalité sifflée par Monsieur Rénal pour un en avant Rochelais, donc mêlé en faveur du Racing dans la zone A entre les 40 et les 22. Et il semble démuni, Chloé, sur ces phases de jeu. On a vu là sur les derniers temps de jeu Iribarren qui sortait le ballon du ruck et qui tournait la tête à droite, à gauche, et qui ne savait pas vraiment vers quel côté orienter le jeu, tellement la défense de La Rochelle était présente, tellement la défense de La Rochelle était sur tous les ballons, tous les rucks, et La Rochelle qui à présent semble se diriger vers une finale de top 14. Et en tout cas, les supporters donnent de la voix, effectivement. Ce sont eux qui agitent leur drapeau, ce sont eux qui crient plus fort que les supporters du Racing Métro, qui eux semblent un peu abattus, semblent forcément un peu déçus de la tournure de ce match, alors que on joue la 78e minute de jeu et que les Maritimes mènent toujours 19-6 dans cette partie. Pour l'instant, les Racingmen qui n'ont tout simplement pas inscrit un seul point depuis leur dernière pénalité inscrite par Maxime Macheneau à la 14e minute de jeu. Donc c'est vous dire vraiment si les joueurs franciliens n'ont pas d'opportunité pour inscrire le moindre point dans cette rencontre. Oui, sur cette dernière phase de jeu, on voyait que les Racingmen ne se lançaient pas vraiment en attaque. Ils récupéraient le ballon à l'arrêt, donc n'avaient pas le temps de se lancer et d'avancer, alors que la défense de La Rochelle était très incisive. Les joueurs partaient directement en pointe, donc forcément ils gagnaient l'avantage, ils gagnaient du terrain, alors que les Racingmen ne pouvaient pas avancer. Et c'est ce qui a fait la différence sur cette action. Iribarren qui introduit le ballon dans la mêlée et qui le récupère. Le ballon n'est pas perdu par les Racingmen. La claquette de Teddy Thomas, mais qui ne parvient pas à joueur du Racing. Si, finalement, c'est récupéré après un coup de pied Rochelais. On est en zone. Oui, les Racingmen ont perdu du terrain. Encore une fois, ils ont beaucoup reculé alors qu'ils étaient parvenus à récupérer ce ballon après la mêlée. On a un ruck assez confus. On ne sait pas où, c'est assez violent. Ça se pousse dans le ruck. On ne sait pas qui va pouvoir gagner le ballon. Effectivement, plusieurs joueurs à terre. On est en zone A là avec Teddy Thomas qui est complètement sous la pression des joueurs rochelais. Il recule sur chaque impact, il recule sur chaque plaquage. Ici, les joueurs du Racing qui sont tout simplement dans leur zone des 22 mètres, dans la zone A, et qui ne parviennent pas à sortir, même s'ils vont récupérer une pénalité, peut-être la pénalité de la dernière chance. Mais on joue la 79e minute de jeu, il reste 1 minute à jouer. On peut le dire maintenant, Chloé, c'est tout simplement impossible pour les Racingmen de revenir à hauteur dans ce match, et on peut dire désormais que La Rochelle ira en finale du top 14. On le voit sur ces dernières actions, ils sont complètement muselés. Teddy Thomas, qui d'habitude est un peu follet, arrive à se faufiler dans la défense et à gagner des mètres. Là, il ne peut rien faire. Il a toujours 3 ou 4 joueurs autour de lui, il ne peut tout simplement pas avancer. Et c'est un peu à l'image de cette équipe du Racing qui ne sait pas trop quoi faire et qui se retrouve désemparée face à la défense rochelaise. Et donc là, on s'apprête à jouer une touche en faveur du Racing. On est dans la zone A, juste avant la ligne médiane.
Et c'est bien capté par le Racing. Passe à Venceslas Loré, qui passe à ses arrières, un peu juste la passe. Ficou, qui fait une chandelle, qui dégage, mais il est gêné, il ne peut pas la récupérer. Est-ce qu'il y a obstruction de La Rochelle? L'arbitre ne siffle rien. Ficou qui récupère finalement ce ballon, qui avance. On est dans un ruck. Iribarren qui tente de récupérer le ballon, mais il semble capté par La Rochelle. Et oui, c'est bien La Rochelle qui a récupéré ce ballon après un ruck fortement disputé. Ouais, plus que 20 secondes à jouer là pour les joueurs de La Rochelle. Ils vont évidemment jouer la montre, faire des rucks, faire des petits tas au pré avec les avants et attendre que la sirène annonce la fin des 80 minutes de jeu pour taper en touche. Pour l'instant, ils essaient de conserver le ballon. La sirène sonne et c'est le bail qui va taper en touche ce ballon. Non, il va y arriver. Oui, c'est bon, c'est tapé en touche. Et c'est terminé. Et l'arbitre siffle la fin de ce match, Chloé. Oui, c'est terminé. La Rochelle qui gagne ce match 19-6. On voit les joueurs se tomber dans les bras. Ils seront en finale vendredi prochain contre le vainqueur du match de demain. Les supporters rochelais en folie. On voit les drapeaux partout dans les gradins. Et oui, ce match est terminé après de nombreuses occasions manquées pour le Racing et une défense incroyable de La Rochelle. Effectivement, ils se sont basés sur leur qualité dans ce match. La Rochelle pour l'emporter. Une défense de fer. Seulement 6 points inscrits par le Racing 92 sur ce match, qui a aussi peut-être payé son match de la semaine dernière contre le Stade Français, où ils ont dépensé beaucoup d'énergie alors que La Rochelle a pu se reposer. Et La Rochelle qui est en finale de nouveau après 2017 et 2019 et qui vont espérer décrocher leur premier titre de champion de France, leur premier bouclier de Brennus, le trophée remis au vainqueur du top 14. Et surtout, on imagine peut-être que secrètement, les supporters rochelais, en tout cas les Rochelais eux-mêmes, espèrent une revanche face à Toulouse pour une revanche de la finale de Coupe d'Europe. En tout cas, on verra cela demain avec une deuxième demi-finale, la demi-finale qui opposera Bordeaux à Toulouse, Chloé. Oui, ce sera demain à la même heure, toujours à Pierre-Mauroy. On vous rappelle que ce match s'est terminé sur le score de 19-6 pour La Rochelle avec un essai de l'ailier Arthur Retière. Donc preuve de ce petit score que finalement les deux équipes ont eu du mal à installer leur jeu, puisque d'habitude La Rochelle avec ses ailiers de folie arrive à mettre plus d'essais, mais là on a assisté à une première mi-temps où les buteurs se répondaient coup sur coup. On a eu beaucoup de pénalités, finalement Arthur Retière a réussi à marquer un essai en coin avant la fin de la première mi-temps, et sur la deuxième mi-temps beaucoup de pénalités également et impossible de marquer pour le Racing. C'est la fin de cette rencontre, vous pouvez donc nous retrouver dès demain aux commentaires pour la deuxième demi-finale. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Chloé. Merci à toi Baptiste. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.